Il y a un an, une salle entière s'est levée. Pas pour applaudir un discours, mais pour célébrer quelque chose que l'on ne voit presque jamais. Ce soir-là, on a compris tous ensemble que notre communauté a franchi un cap et que plus rien ne serait comme avant. Ouais, c'est sûr. Le Nekao Gala n'est pas né pour devenir un événement mondain. Il est né d'un véritable besoin. Celui de rassembler ceux et celles qui veulent créer un véritable impact au sein de notre communauté. C'est un espace où on se contente pas de parler d'avenir. On construit clairement les choses ensemble. Ce que tu vis au gala, c'est une immersion, des rencontres qui te challenge, des masterclass, des cas pratiques et des échanges francs entre bâtisseurs. Et cette année, on va pas juste se contenter de répéter la formule. Non, non, non. On va monter à l'échelle. Paris, intramuros, la Palmeraie, avec un thème unique, pharaonique, élégance. Le dress code, ce sera noir, doré, bleu. À toi de voir en fonction de ce que tu as dans ton armoire, ce que tu préfères. Tu peux porter les trois, que l'un, que l'autre. Tu fais ce que tu veux. L'an dernier, des amitiés se sont créées grâce à ce Nekao Gala. Des projets sont nés, des deals se sont signés. Non, ouais, franchement, c'était beau. Ce que tu vis, en fait, ici dépasse largement la soirée. Ça va être un point de bascule dans ton parcours. Parce que tu repars de là avec plus que des idées, des alliés, des opportunités et une énergie que tu n'oublieras jamais. Et l'année dernière, les places sont parties extrêmement vite. Donc cette année, part du principe qu'elles seront encore plus limitées que l'année dernière. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Donc si tu sais que tu veux faire partie de l'histoire, prends ta place tout de suite. Tu as juste à cliquer là autour de cette vidéo. On t'attend, on a hâte. Une chose tout au long de la conférence, c'est que vous pouvez estimer qu'aujourd'hui, l'homme noir est handicapé parce qu'il ne se connaît pas. Il y a énormément de choses que j'ignorais. Parfois, il m'évoquait le nom de certains pharaons dont j'avais jamais entendu parler. En fait, il y a une succession de pharaons que tu peux pas connaître, en fait. On sent qu'on a un super pouvoir en tant que noir. Et je dis pas que ça nous met au-dessus des autres. Je pars du principe que tout le monde a son super pouvoir. Quand tu es exposé 100% du temps à quelque chose qui t'encourage à faire le mal, faut pas être étonné que t'en fasses, quoi. Bah pour moi, on se doit d'éduquer nos enfants, y compris sur la musique. Quand je vois mon petit s'ambiancer là-dessus et faire du djembé, là je me dis ok, on tient quelque chose. J'ai grandi à une époque où tu pouvais pas te lever en te disant tu sais quoi, je vais devenir rappeur. On parle de gens qui avaient une qualité de plume. Tu pouvais pas te lever en te disant je vais devenir rappeur. Le monde a avancé de façon tellement vite, surtout depuis ces dernières années, que c'est comme si notre physique n'avait pas évolué au même niveau que notre monde. Can we talk? Mon gars, est-ce que tu as senti l'énergie de la rentrée dans mon Can we talk? L'énergie de la rentrée est bien là. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre émission Can We Talk, co-animée avec mon gars Mr. Tracy Enzo. By the way, nous sommes les cofondateurs de la Nekao School. Vous savez très bien, nous avons développé un programme qui vise à permettre à 1 million d'afro-descendants de pouvoir bénéficier d'une stratégie d'investissement. La mission est folle, mais elle est portée par cette, par cette envie, tout simplement, de pouvoir nous voir nous élever, de pouvoir nous voir exceller, de pouvoir nous voir communier entre nous et de pouvoir nous voir souverains, que ce soit par rapport à notre communauté ou notre continent. Et il est évident que ça passe à travers plusieurs piliers, mais parmi ces piliers, il y a forcément la finance. Aujourd'hui, ne pas comprendre comment fonctionne l'argent, ça t'handicape au quotidien. Et quand c'est à l'échelle d'une communauté, ça explique l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui encore, à l'heure où on fait cette émission, on peut se retrouver en difficulté, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, si vous avez envie de pouvoir aujourd'hui comprendre comment fonctionne l'argent, comprendre comment fonctionne la crypto, l'immobilier, la bourse, etc., prenez votre appel, c'est gratuit. Vous allez tomber sur nous ou l'un de nos conseillers et vous allez pouvoir avoir un premier regard tout simplement sur votre situation et ça vous fera du bien. Comment tu vas, mon frérot, là? Amen, ça va. C'est la rentrée. C'est la rentrée. C'est marrant parce que tu vois, quand tu as une routine, quand elle se coupe, ça te fait un peu bizarre, mais on dit très souvent que la mise en route peut être compliquée aussi. Je sais pas, t'as fait un peu d'endurance, tu sais, la course? On va dire que j'ai fait de l'athlé. T'as fait de l'athlé. L'endurance, c'était pas ma discipline préférée. Ouais, toi, t'étais plus dans le speed. Ouais. Mais en gros, c'est pareil, quand tu cours, quand tu fais du running, on te dit qu'il faut pas couper ton effort, en fait, parce que repartir, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas que c'était compliqué d'être avec vous aujourd'hui. Je dis juste que ça veut dire qu'il faut que, voilà, après cette petite pause, qu'on remette les gants et on est prêt. Je vois clairement ce que tu veux dire. Hein. Là, on dirait pas, mais dans cette intro,
J'ai dû réfléchir pour dire ce que je voulais dire. Alors que d'habitude, j'ai pas réfléchi, un peu comme quand on fait le vélo, mais bon, c'est du vélo. Mais en même temps, voilà, je trouve que lever le pied, ça fait du bien. Bien sûr. On était fatigués, mine de rien, après d'une part, les gros épisodes que l'on a fait, mais aussi après toute cette année, l'ensemble de notre activité. Ça fait du bien de lever le pied, d'autant plus que on ne s'est pas que reposer. Moi, j'avoue, je me suis pas trop reposé, mais je sais que toi, en plus, t'es parti et t'as fait un gros voyage. Ouais. Comment c'était? T'es parti en Égypte, du coup? Ouais, franchement, j'ai été en Égypte. Pareil, tu vois, on a eu l'occasion d'en parler un peu. J'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux et en dehors. Et comme il y a eu cette période de creux, c'est pas la même énergie, tu vois. Oui, t'as pu digérer. Exactement. Mais justement, ça aussi, ça m'intéresse. Il y a toujours la magie quand tu te retrouves à l'endroit et puis après, tu digères, tu comprends mieux, ou tu comprends différemment, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est juste, je parlais de l'excitation, mais dans tous les cas, effectivement, ça a été un voyage qui m'a, quelque part, je vais oser le dire, transformé, hein. Ouais, transformé parce que on vit quelque chose de spécial quand même, tu vois. En tant qu'homme ou femme noir ayant évolué dans un environnement autre que celui dans lequel on était censé vivre et évoluer, tu vois. On parle de la complexité que peuvent avoir les personnes dites métisses, tu vois, de par, comment dire, les origines de leurs parents et du coup leur place à trouver, tu vois, entre le papa et la maman lorsque les parents ont des origines différentes, tu vois. Mais nous, finalement, c'est un peu la même chose. Quand je dis nous, c'est les personnes, tu vois, ayant eu des parents d'origine autre et qui avons évolué ici, parce qu'il y a cette complexité qui tient du fait qu'on a 100% la culture d'ici. On peut, à une certaine mesure, tu vois, plus ou moins importante, ressentir une forme de rejet ou de plafond de verre. Et quand tu rentres chez toi aussi, tu vas bien comprendre, sentir que tu n'es pas non plus voilà, quelqu'un de là-bas. Et donc, il y a cette dualité. Et tu vas dire, où est-ce que tu vas en venir? En fait, je le dis parce que, de par le fait d'avoir évolué dans des sphères et dans cette culture, ici, il y a tout un pan de notre histoire, de ce que nous sommes, qui nous a complètement échappé, tu vois. Et c'est pour ça que on est en quête d'identité, en vrai, tu vois. Qui es-tu, toi, homme ou femme noire évoluant ici en Occident, en fait? Qui tu es? Quelle place tu dois avoir? Comment est-ce que tu peux vibrer ou, oui, au contact des autres? Et je parle des autochtones dits blancs ou noirs, hein, tu vois. On dit qu'on n'est pas une communauté. On dit qu'on n'est pas une communauté. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est toutes ces questions-là qui font que quand tu commences à vouloir te rapprocher de ça, comprendre un peu tout ça, ben voilà, tu rentres dans un nouveau monde. Là où de base, en tout cas, je veux parler pour moi, j'étais dans comment faire en sorte de faire gonfler mon compte en banque le plus possible, tu vois. Là, ça a tout des perspectives. Et ce voyage a été incroyable. Mais je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, mais Okay. c'est... moi, je bois hein, ce que tu dis. C'est d'une part, je sens que tu as beaucoup de choses à partager, mais en plus, ça résonne en moi, ce que tu dis. Je suis pas allé en Égypte, chez nos peuples Kamites, sur la terre de Kémet, mais je me suis énormément intéressé à cette civilisation. De façon volontaire comme involontaire, parce que la première fois que j'ai vraiment compris ce que c'était, c'est en allant à une conférence qui était organisée à l'époque par Mobali Makassi. Je crois que c'est ça hein, son nom. Ouais. Et franchement, je me suis retrouvé là vraiment. Enfin, je t'expliquerai, mais on va dire par hasard. J'ai été recommandé à l'époque par Hervé des Funérailles des Tabous et Stemi Bugsy qui m'ont dit va là-bas, tu vas comprendre. J'y suis allé et il y avait plein d'experts de la communauté noire qui étaient calés sur tout ce qui était lié à la spiritualité africaine et l'histoire de nos anciennes civilisations ancestrales, en fait. Donc, ce sont vraiment des historiens, des chercheurs. Il y avait notamment celui qu'on a accueilli sur Lasconi, sur les funérailles des tabous. Il y avait Lasconi qui était présent. Il y avait Bok Bassong qui était présent. C'était en 2021 et ça m'a mindfuck. Parce que j'ai compris la profondeur
Et effectivement, toute la matrice dans laquelle pouvaient être nos ancêtres, parce qu'on ne comprend pas tout. On n'a pas encore tout bien traduit. On est dans une réalité tellement différente qu'aujourd'hui qu'on s'imagine que c'est de la fiction. Mais non, c'est bel et bien de la réalité. Et tous ces experts-là que j'ai pu voir me disent, enfin, nous ont répété une chose tout au long de la conférence, c'est que vous pouvez estimer qu'aujourd'hui, l'homme noir est handicapé parce qu'il ne se connaît pas. C'est comme si on avait un membre invisible, mais qui est bel et bien présent. Et donc, moi, ça me pousse à me poser des questions. On sent qu'on a un super pouvoir en tant que noir. Et je dis pas que ça nous met au-dessus des autres. Je pars du principe que tout le monde a son super pouvoir. Notre seul problème, c'est qu'on ne comprend pas notre super pouvoir. Et je pense que pour que l'on puisse, moi, à titre personnel, ce que j'essaye de faire pour pouvoir comprendre quel est notre super pouvoir, je nous observe. Et effectivement, je nous observe avec des éléments à l'image de ce que tu viens de dire, comme les gens qui disent il n'y a pas de communauté noire, ou il n'y a pas de communauté noire en France. Bah, excusez-moi les gars, mais on ne vit pas dans la même réalité, parce que nous, on est la preuve vivante qu'il existe une communauté noire à travers ce que l'on a monté dans la Nekao School aujourd'hui, tu vois. Et on en était déjà la preuve avec les funérailles des tabous, et on sera la preuve de ça demain, et on sait aujourd'hui que cette communauté existe. Et au-delà du fait qu'elle existe, on voit très bien, toi et moi, on la compte au quotidien, cette communauté, on est dans une matrice différente. Il y a une sorte d'amour et de plaisir par rapport au simple fait d'être ensemble. Le simple fait de communier. On l'a vécu au Nekao Gala l'année dernière. On voit que les gens sont contents de se voir. Il y a une énergie. C'est ça la force de notre communauté. Et je pense que notre super pouvoir peut sortir de là. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit forcément dans les autres communautés. Alors, il y a des super pouvoirs, on en a plein. Hein, mais je pense que ce plaisir qu'on a d'être ensemble, c'est l'une des premières clés qui peut nous permettre de passer au level suivant, tu vois. C'est très très important ce que tu viens de dire. Et après, sans vouloir vous opposer évidemment des arguments, tu sais comment je suis un peu tatillon sur les mots parfois, etc. Et la notion de super pouvoir, tu as été très clair sur le fait que ça ne veut en aucun cas dire qu'on est supérieur à qui que ce soit, en dessous de qui que ce soit. Tout le monde a son super pouvoir, tu as été très clair. Je crois que il faut pouvoir effectivement dire qu'il y a quelque chose qui nous est propre, c'est évident, tu vois. On n'a pas shine à ce niveau-là d'excellence, que ce soit alloué à la création même de la civilisation et que ce soit, alors après, tu as des gens qui diraient que là, on est plutôt dans les basses fréquences, mais dans l'apport qu'a pu être, ou que peut être le nôtre dans la culture. Et je dis culture avec un sens très large. Hein, dans l'entertainment, voilà, entre autres, tu vois. Mais même dans la littérature, etc., tu vois. Absolument. Donc, il y a quelque chose qui nous est propre de ce point de vue-là. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire que je ne sais pas par où commencer, mais en gros, oui. Tu sais, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai été là-bas, du coup, j'ai eu la chance de prendre un guide privé, mais c'est que pour moi, en gros, tu vois. Ce qui fait que j'ai pu échanger véritablement, morceau par morceau, toutes les questions qui me venaient. Tu vois, j'ai vraiment pu échanger là où, tu sais, quand t'es en groupe, c'est pas la même chose, quoi. Mais pourquoi ça a été précieux? C'est parce que ça m'a permis de me rendre compte de deux choses. La première, c'est qu'évidemment, il y a énormément de choses que j'ignorais, tu vois. En fait, un truc tout bête, par exemple. Parfois, il m'évoquait le nom de certains pharaons dont j'avais jamais entendu parler. Et quand tu creuses un peu, voyant les millénaires durant lesquels l'Égypte, tu vois, a brillé, et même durant son downfall, tu vois, en fait, il y a une succession de pharaons que mais tu peux pas connaître, en fait, tu vois. Par exemple, nous, aujourd'hui, on s'appelle Nekao. Ouais. Avant, en fait, de prendre le nom Nekao, je ne connaissais pas ce pharaon. Complètement. Par exemple, tu vois, on connaît les Toutankhamon, les Akhenaton, ceux qui ont fait, voilà, mais il y en a énormément. Donc rien que ça déjà, je me suis dit ah ouais, tu vois, j'ai du boulot, même si je pense que je connaîtrai jamais tous les pharaons, mais rien que ça déjà, j'ai du travail. Et à côté de ça, la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait un séjour qui m'a blow l'esprit, mais à aucun moment ce guide n'a fait référence au noir. Mais genre, pas un seul moment, il a évoqué le fait que les vestiges là
auxquelles qu'on admirait étaient l'œuvre de personnes dont, depuis des millénaires, on souhaite, enlever la création, en fait. On ne souhaite pas dire que ce sont des hommes, des femmes noires qui ont participé clairement à ce cadeau, en fait. Et je dis ce cadeau parce qu'encore une fois, plus de 5000 ans plus tard, en fait, nous bénéficions du travail. Parce que là, je parle des pyramides, mais même bien avant, en fait, tu vois, du travail de ces hommes et de ces femmes qui ont travaillé à examiner l'univers pour comprendre, en fait. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un beau bâtiment. Ce bâtiment, il a été construit parce que à l'époque, tu vois, au travers d'unités de mesure extrêmement claires et poussées, on a des hommes et des femmes qui, avec notre taux de mélanine, tu vois, qui ont travaillé à créer tout ça. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Mais en gros, je suis rentré de là en me disant, OK, je veux beaucoup plus et beaucoup mieux comprendre cette civilisation. Et du coup, ça m'a poussé à creuser parce que il y a des choses que tu sais en surface. Sur des personnages comme Cheikh Anta Diop, sur des personnages comme le professeur Kalala Omutunde, tu vois, en surface. Mais en tout cas, moi, j'avais jamais véritablement creusé, tu vois. Donc là, je suis dans ce travail. Et dernière chose, ça m'a amené aussi à réfléchir sur le rapport que nous avons, nous autres, dits occidentaux. Je suis de gros guillemets, évidemment, et de l'ironie. Les Afropéens, tu veux dire? Ouais, exactement. Mais même au-delà de ça, non, je parle des Occidentaux dans le sens large, tu vois, dans notre rapport à la mort. Parce que quand tu t'intéresses, en fait, au pharaon, tu apprends que le jour même de leur élection, c'est pas une élection, en tout cas, le jour de leur intronisation, ils lançaient de suite les travaux pour la création de leur pyramide, en fait. Parce que c'était des personnes qui étaient extrêmement pressées d'aller à la rencontre du dieu Ra et de passer de l'autre côté, là où nous, on pleure, on est en noir, c'est un jour horrible, et tu vois, on est dans une douleur profonde, etc., tu vois. Et tout ça, ça m'a fait dire, mais en fait, si ces personnes dotées d'une intelligence supérieure, si ces personnes qui ont compris et qui sont le fondement même de l'ensemble des civilisations du monde, elles étaient pressées d'aller mourir, c'est certainement qu'elles avaient ou qu'elles ont compris quelque chose que nous, on n'a absolument, en tout cas, déjà pas compris, et surtout qui nous a échappé entre-temps, en fait, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont fait des vestiges, ont créé la momification? Oui, monsieur. Tu vois, parce que la mort, c'était une bénédiction, en fait, tu vois. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Wow. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant. Travail dur. Travail dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste avec des codes, avec des schémas, et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial à une souveraineté concrète, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse, tu veux 1. Sortir du brouillard financier, 2. Enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3. Rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main, ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement, ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que, tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces.
peser ses faiblesses. Et à l'issue de cette analyse, vous décidez. Ouais, au-delà d'une bénédiction, c'était un passage normal. C'est ça. Qui fait partie d'un process et qui a sa place. Nous, en fait, on a tendance aujourd'hui à opposer la vie ou la mort, là où eux, tu sens très bien qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Les deux vont ensemble. On parle d'une même chose. Et j'ai adoré ce que tu dis quand tu dis que tu es allé là-bas et que tu t'es rendu compte que, y compris les guides, passaient à côté du fait que cette civilisation était noire. C'est super important ce que tu dis parce que j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y a énormément d'experts sur ces civilisations-là ancestrales et que dépendant, malheureusement, de l'incarnation de ces experts, les versions changent. T'en as très peu aujourd'hui qui sont unanimes sur le fait que ces gens-là étaient noirs. Il y en a, attention, des personnes blanches qui ont admis ça, mais je pense qu'on doit être les premiers à porter ce truc-là, et y compris dans... alors, tu vois, aujourd'hui, tu as fait l'Égypte, tu as pris le guide qu'il y avait de dispo sur place, et c'est une bonne façon de découvrir les choses. Mais c'est important de le dire aussi, il faut savoir que tu as des gens noirs, spécialisés, qui te font les visites là-bas, tu vois. Et là, donc, la visite se fait avec une perspective totalement différente, parce que là est intégré tout l'aspect africain, que ce soit d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue, on va t'expliquer tel hiéroglyphe, ce qu'il veut dire. Il va y avoir des comparaisons faites avec les syllabes et toute une construction de la grammaire qui est liée à l'Afrique. Par exemple, c'est aussi le travail que Cheikh Anta Diop a fait, c'est qu'il a voulu plus ou moins... Enfin, le fait qu'il parle Wolof, ça l'a aidé à mieux... Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas forcément dire si c'est mieux ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça lui a permis de pouvoir comprendre les hiéroglyphes sous une forme et sous une lecture totalement différente de la lecture occidentale. Et au plus tu vas chercher des versions différentes, au plus tu arrives à te créer ta propre idée quand même sur ce qu'était réellement cette civilisation avec l'ensemble de ses connaissances. Donc, moi, je trouve ça très bien que tu te sois initié à ce monde-là. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est moi-même d'y aller, hein, parce que voir de ses yeux, je pense que ça crée quelque chose quand même. Non, c'est choquant. Quand je suis rentré, je t'ai dit que mon désir était du coup de creuser un peu tout ça. Et effectivement, il y avait deux solutions. Soit m'avancer sur le travail dit d'égyptologues voilà, qui font leurs recherches, soit m'intéresser aux nôtres qui ont fait un travail extraordinaire, tu vois. Et en l'occurrence, voilà, donc j'ai cité le nom des personnes dont aujourd'hui je creuse véritablement le travail. Et c'est un bijou, hein, ce qu'ils ont laissé. Non, mais c'est une dinguerie, tu vois, par exemple. Cheikh Anta Diop à travers ses écrits, ou Omotunde à travers ses vidéos YouTube et ses écrits. J'ai envie de dire merci. Tu vois, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis passé par le fait d'avoir à écouter aujourd'hui, on appellerait ça des masterclass, tu vois, ou les séminaires qui étaient faits par Cheikh Anta Diop, et énormément d'interviews, parce que il a délivré énormément d'interviews. Et là où, effectivement, beaucoup te disent que, voilà, avoir à attraper l'essence même de son propos au travers de ses livres, c'est un peu compliqué parce que lui, il n'était pas là, en gros, pour démocratiser quelque peu ou faire comprendre à la masse ce qu'il en était de son message. Lui, son travail, c'était de convaincre, en gros, tu vois, des intellectuels ou des soi-disant des scientifiques, tu vois, qui se battaient contre lui. Mais son propos, en fait, face caméra, il est beaucoup plus digérable, audible, tu comprends? Et donc, moi, je suis passé par ça. J'ai des heures et des heures d'écoute sur son travail et ses conclusions. Et ce qui me touche énormément, c'est de voir la manière dont un homme, un génie, je ne sais pas quelle casquette il n'avait pas, tu vois, de linguiste à scientifique dans le sens large du terme, le gars était là, tu vois. Et quand tu regardes un petit peu ce qu'il en est de ses travaux, en fait, il y a tout un tas de choses qui te font du bien à l'intérieur. C'est-à-dire que de l'homme noir qu'il était, et donc la démonstration qu'il a pu faire qu'avec son cerveau, il pouvait vous éteindre, et je le dis vraiment comme je le pense, tu vois, parce que nombreux sont ceux qui ont essayé et qui se sont cassés les dents,
on pense effectivement au fameux colloque du Caire, hein, tu vois, à le travail même qu'il a fait. C'est-à-dire que il a pris la méthodologie scientifique des autres pour attester de ses propos. Tu comprends? Alors oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des gens qui ont dit que... En fait, t'as pas un scientifique, quelle que soit effectivement la dimension de sa carnation, il n'y a pas un seul scientifique dont le travail n'est pas éprouvé, critiqué, tu vois. Donc c'est le lot même des scientifiques, tu vois, d'avoir à chercher, etc. Donc quand les gens disent ça, souvent, moi, ça me fait rire. Non, en fait, à un moment donné, il leur a dit, OK, moi, je vais venir avec un gars, 2 gars, OK, venez avec qui vous voulez, Les amis et on y va. Il les a mis Tu KO. vois. Et le chaos est tel que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas accès aux images. Ouais. On n'a pas accès aux images de ce colloque parce que c'était trop. Ouais. Tu comprends? Donc, bon, tout ça pour dire que il y a eu un avant et un après Égypte me concernant, tu vois. Et même, après on pourra en parler, mais même par rapport à la vie du pays, en fait. Par rapport à la vie du pays, parce que là, j'ai parlé effectivement de l'apport de nos aïeux, de la manière dont ça m'a choqué, parce que quand tu le dis que c'est quelque chose de le voir là, tu vois, t'as des gens qui vont aller au musée du Louvre, on va te montrer des trucs. Là, non, frérot, t'as une pyramide devant toi. T'as la vallée des rois devant toi. T'as la manière dont ces personnes, en fait, ont travaillé pour nous montrer le chemin vers l'éternité. C'est fou. C'est complètement fou. Ça, mélangé avec une technique supérieure. Non, mais c'est la perfection à tout niveau. Ah, c'est incroyable. impressionnant de voir ça. T'as des colosses de je ne sais combien de mètres de haut et t'as des gens qui disent mais comment ils ont fait ça, tu vois? Alors qu'il n'y avait pas de technologie. Non mais c'est quelque chose à voir, hein. Franchement, ça choque, tu vois. Il y a une énergie particulière, tu vois, dans ces endroits-là. Et puis après, t'as la vie du pays où c'est marrant parce que tu sais, j'ai un peu voyagé et c'est toujours drôle de regarder ce qu'il en est quelque peu de la culture d'autres personnes, mais sur des trucs tout bêtes, hein. La conduite, le fait de voir que t'as des gens qui traversent Sur l'autoroute. Ouais, dans l'équivalent des autoroutes chez nous, t'as des gens qui traversent normal, tu vois. Tu sais, c'est le genre de choses où tu te dis, mais c'est drôle, tu vois. Je dis souvent qu'en Afrique, tu sais, il y a des gens qui disent qu'on n'est jamais allé en Afrique, mais le peu de fois où j'y suis allé, je dirais que c'est la culture du ça passe. Sur la route, tu sens que les gens ils sont en mode bon, ça passe. Les gens ils traversent parce que ça passe. Et c'est vrai que quand tu arrives avec ton regard occidental, tu te dis ouais, mais c'est le bordel. Il y a quelqu'un qui va mourir là. Et au final, tu te rends compte que bon, attention, il y a des accidents, attention, il y en a un. Parce que vous allez encore attraper ma baisse. Ouais, toi, tu idéalises, je sais pas quoi. Non, j'idéalise pas. Mais je remarque quand même que, étant donné que tout le monde est dans la culture du ça passe, tout le monde est beaucoup plus vigilant tout le temps. Et au final, moi, en tout cas, le peu de fois où je suis allé en Afrique et que j'ai conduit là-bas, j'ai pas vu tant d'accidents que ça. Là où en France, souvent, j'ai remarqué qu'on fait des accidents parce que comme tout est bien cadré, ben, au final, c'est si t'as pas fait attention aux règles que tu fais un accident. Alors que si vraiment tu étais dans la culture du ça passe, ça veut dire vraiment voir si ça passe ou pas, malgré le fait que t'es dans, comment dire, que tu es dans les règles ou pas, tu ferais pas l'accident. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et je trouve ça, du coup, intéressant. C'est une autre façon de voir les choses. Et ouais, mais ouais, ça fait partie des réalités du continent. Ouais, de fou. De fou. En tout cas, ouais, je recommande. Dernière chose, j'ai bizarrement, alors je sais pas si c'est dû à la période à laquelle j'y suis allé, je suis resté une quinzaine de jours, mais j'ai pas vu beaucoup de Renois. Et en Égypte? Ouais. Et ça m'a énorme. Tant par rapport aux gens qui y vivent, mais même parce que j'ai été du coup dans des endroits dits touristiques, tu vois. J'ai pas vu tant de Renois que ça, hein. Et ça m'a un petit peu surpris, je t'avoue. Sachant ce qu'il en est du trésor et du pourquoi en fait il faut y aller quand t'es un homme ou une femme noire, ben j'en ai pas vu tant que ça, tu vois. Donc ça aussi, ça m'a... Parce que tu sais que c'est le fameux syndrome dont on est touché. Tu regardes toujours, en fait, si t'as des frères, des sœurs à l'endroit où tu es. Et du coup, disposant de mon radar, j'ai pas vu tant de personnes que ça. Donc, bon. C'est peut-être, parce que je dis ça en peut-être, mais généralement, moi, quand je voyais que je vais en vacances, il n'y a pas beaucoup de Renois, hein, en règle générale. Peut-être parce qu'on a moins les moyens pour voyager aussi. Et que quand on voyage, on préfère plutôt aller
nous aux Antilles, les autres dans leur pays d'origine. Et pour aller se payer un voyage en Égypte, il faut vraiment avoir les moyens pour se dire, là, je vais faire un voyage pour aller découvrir quelque chose, tu vois. Donc, je pense que c'est une affaire de moyens, peut-être une affaire un peu culturelle où on est moins dans ça. Et je parle vraiment d'un point de vue global, hein, parce qu'il y en a toujours, la preuve, tu voyages, je voyage, mais je pense qu'il y a une affaire comme ça derrière. C'est possible. Honnêtement, je t'avoue que j'ai pas la réponse du tout. Parce que je vois quand tu vas, par exemple, aux Antilles, sur les périodes de vacances et tout, presque que des blancs. Hein. Partout, sur les plages, sur les machins. Et ça, je pense que c'est une réalité dans le monde entier, tu vois. T'as de plus en plus d'Asiatiques aussi maintenant qui voyagent. Il y en avait ou pas d'ailleurs? Ouais, mais de fou. Voilà. Ah non, mais ça, pour le coup, de fou. Parce qu'ils ont les moyens. Ouais, ouais, ça peut peut-être expliquer... Ceci, ça peut cela. expliquer ça, ouais, effectivement. On commence. On attaque? Let's go. Tu veux attaquer? Vas-y, frérot. On avait abordé ce sujet-là quand on a parlé avec Tiger, mais hors caméra. Et je me suis dit que ça m'intéressait quand même d'avoir ton avis dessus. Parce que y a une réalité qui tient au fait que tu es papa, je suis papa. Et partant de ce constat-là, il y a des choses, moi je sais que j'essaie d'anticiper quant à l'adolescence naissante pointant le bout de son nez là, par rapport à mon fils. Toi, tu as encore un peu de temps là-dessus, mais il n'empêche que ça va t'attraper aussi, il n'y a pas de raison. Je voulais qu'on aborde, en tout cas avoir ton point de vue sur ce que beaucoup appellent l'abrutissement des jeunes via le rap. Je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a un groupe qui s'appelle Triangle des Bermudes. Ça te dit quelque chose? Ils ont fait un son là qui est en train de tout casser. Chargé. Ouais. Tu vois. Le son là, il approche les 20 millions de vues. Et je t'en parle parce que il y a quelques semaines, voilà, je voulais chill un peu. Hein, je voulais aussi un peu m'amuser. Il faut se faire du bien. Je suis sorti avec le cousin. On a été au Quai 54. Et à un moment donné, ils ont passé le son. Et quand le DJ a passé le son, tu sais, cette année, c'était à Roland-Garros, au Quai 54. Mec, tout Roland-Garros s'est retourné, gars. Quand le son est passé, mais l'ambiance, mon gars, non, c'était un truc de fou, tu vois. Et je t'en parle parce que mon cousin, bon, je suis un peu plus vieux que lui, mais on est de la même génération. En fait, il regardait ça, mais genre avec dégoût, tu vois, genre limite dépitant, en disant, mais c'est quoi ça, en fait? C'est quoi ces paroles? C'est quoi ce son? C'est quoi cette M, tu vois, pour pas dire les mots que YouTube va bloquer. Et c'est vrai que je donne un exemple en parlant de ce son-là, parce que, bon, chargé, tu vois, bon, voilà. Mais t'as d'autres sons qui font l'apologie de la drogue, d'ego, etc., etc. Moi, je voulais savoir déjà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça a véritablement un impact? Tu as BFM TV en tête, CNews à côté, qui n'arrête pas de parler de l'ensauvagement de ces jeunes. Tu vois là, la victoire du PSG, voilà, enfin, tout est, ils ont tout retourné. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre l'influence que peut avoir le rap et l'agissement de ces jeunes-là influencés justement par ce dit rap? C'est évident. C'est évident. On le dit tout le temps, hein, on vit dans une guerre de l'attention aujourd'hui. Et c'est celui qui a le plus d'attention qui va avoir le plus d'influence sur le comportement des masses. C'est mathématique. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des personnes qui fassent des sons autour de la violence, des armes, etc. Par contre, j'ai un problème quand on nous met que ça devant les yeux. Ce que tu me mets devant les yeux, c'est soit un truc qui va m'énerver, soit un truc qui va me rendre idiot, soit un truc qui va... Il n'y a rien qui m'élève. Donc oui, forcément, ça a un impact. Et le problème, c'est que tu as toute une industrie qui n'en a rien à faire des valeurs qu'elle met en avant parce qu'elle veut faire de l'oseille. Et je pense même que ça l'arrange bien d'abrutir les masses. Donc oui, clairement, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Le rap n'a pas toujours été autour du bling-bling, de la violence et tout. Hein. Enfin, toi et moi, on a grandi dans les années 90. Quand tu écoutes les classiques de cette époque-là, bah, tu te rends compte que ces mêmes artistes pouvaient faire des sons ego-trip et des sons super conscients. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont grandi grâce à des sons de IAM, grâce à des sons de MC Solar, grâce à des sons de Rof, grâce à des sons de Kerry James, qui m'ont aussi fait grandir et qui m'ont permis de pouvoir un peu me construire.
Et quand je vois aujourd'hui ce qu'on sert aux jeunes, je trouve ça dommage parce qu'effectivement, la musique a un super pouvoir. C'est comme un sort que tu jettes à quelqu'un. Hein. Tu lui donnes une vibration et la personne va agir en fonction de cette vibration, tu vois. Et j'écoutais aussi du 50 Cent, tu vois. Il y avait des fois où j'avais envie de tirer sur tout le monde, j'avais mon durag, je me la racontais dans la rue, mais je n'écoutais pas que ça. Et si tu écoutes que ça, c'est évident que ça aura ce type d'influence. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Oui, je pense qu'il faut pas enlever la responsabilité de l'influence néfaste que peut avoir le rap. En fait, quand tu es exposé 100% du temps à quelque chose qui t'encourage à faire du sale, à faire le mal, bah, faut pas être étonné que t'en fasses, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la part belle est quand même donnée à l'outrance, à tout niveau. Tu vois, à l'heure où on parle, il y a quelques jours, on en parlait en off là, il y a un streamer qui est mort en live, qui a décédé en live. Pourquoi? Parce que ces mecs ont créé une chaîne avec pour concept le fait d'avoir à molester un humain. Et quand tu regardes leur première vidéo, c'était, j'utilise des gros guillemets, gentillet, tu vois. C'était, viens, on lui tire le t-shirt, viens, on lui tire l'oreille. Et de ça, c'est passé à, viens, on l'étrangle, viens, on l'empêche de respirer, viens, on lui saute sur la poitrine. Pourquoi? Parce que plus les streamers, plus les viewers arrivaient, plus il leur fallait quelque chose de plus en plus violent, tu vois. Et j'ai l'impression que pour le rap, ça a été ça aussi. Moi, j'ai grandi à une époque, effectivement, où tu avais des mecs comme Fab, tu avais effectivement des mecs comme Kerry James. En fait, j'ai grandi à une époque où tu pouvais pas te lever en te disant, tu sais quoi, je vais devenir rappeur. Parce que la qualité de la plume d'un Oxmo Puccino, la qualité de la plume des mêmes, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, même si ça prônait quand même, on va dire, une certaine rue, mais même un Booba. Les gens, tu vois, ont toujours dit Ali, tu vois, je parle du groupe Lunatic, tu parlais d'Ayam, NTM, c'était des gens... Et on parle que des Français, hein, parce qu'au States, c'est la même chose. Exactement. On parle de gens, en fait, qui avaient une qualité de plume. Tu pouvais pas te lever en te disant je vais devenir rappeur. Aujourd'hui, n'importe qui là peut se lever et aller devant un micro, tu vois. Parce que il n'y a plus la part belle donnée au beau message. Au hey, vas-y, on lâche rien. Au hey, tu sais quoi, effectivement, on vit dans un pays qui, d'une certaine façon, nous ostracise. Mais on va pas lâcher l'affaire. Il pouvait aussi avoir des mauvais messages, mais tu avais quand même une contre-proposition, tu vois. Là, aujourd'hui, tu n'as que le mauvais message. C'est clair. Et là où c'est triste et je trouve même alertant, c'est quand tu entends les retours de certains artistes. Je sais pas si tu as vu, je pense que tu l'as vu quand Lacrim passe sur CKO. Lacrim. Ouais. Et qui te dit que la musique, ça a été toxique pour lui, tu vois. La prison qu'il a fait, l'entourage qu'il y a eu autour de lui et tout, pour lui, ça lui a apporté que des mauvaises choses. Et c'est là où je trouve ça alertant, c'est que je trouve que beaucoup de gens vont dire derrière, c'est la musique le problème, c'est la musique qui est péché. C'est pas ça. La musique, je vais reparler en super pouvoir, c'est un pouvoir. Mais si dedans tu y mets que de la magie noire, tu vas faire du mal avec. Et aujourd'hui, on vit dans une industrie qui ne nourrit que la magie noire via la musique. Et c'est ça que je trouve dommage. Moi, j'adore le son chargé, je trouve qu'il met une ambiance de fou. Mais si tu me sers que ça tout le temps, on a un problème. Et je trouve que ça manque aujourd'hui. Parce que on veut tous faire de l'oseille. Tu vois, une fois qu'on a dit ça, parce que c'est un constat, moi je me rappelle aussi, et c'est la différence avec notre génération, c'est qu'il y avait une contre-proposition. Tu pouvais parfois, parce que tu as donné l'exemple de Rof, tu vois, ça m'a fait réagir parce que c'est bien d'avoir à dire que il a pu effectivement avoir des sons qui étaient durs et parce que c'était ça, mais ce qui était fou, c'est qu'il a aussi des sons où des fois il se regardait dans le miroir en disant son son regretté, exactement, mais je l'écoutais en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Clairement. Et je te le chante par cœur. Bien sûr. Il m'a construit. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faut pouvoir le dire, tu vois. C'est qu'il y avait quand même cette contre-proposition. Là, aujourd'hui, on est dans cette volonté uniquement de faire de l'argent avec les basses fréquences, tu vois. Et du coup, la question vient, ok, si on est d'accord sur le constat, toi, t'es papa, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que parent? Comment, quelque part, contrecarrer ça? Parce que aujourd'hui, on est des parents, mais on a été aussi des gamins. Et la réalité, c'est que si quelque chose ne te stimule pas, tu vas pas y aller, en fait. Pour moi, on se doit d'éduquer nos enfants.
y compris sur la musique. Moi, je le fais avec mon fils. Hein. Mon fils, aujourd'hui, il n'est pas capable de te dire quelles sont dates de 1950 et quelles sont dates de 2025. Il n'est pas capable de te le dire. Et donc, c'est à moi, chez moi, de lui montrer ce qu'est la musique. Et quand je vois mon petit s'ambiancer sur des sons, je sais pas, je veux dire au pif, mais sur des sons d'Eugène Mona. Eugène Mona, c'était un mec qui faisait de la musique antillaise, vraiment à l'ancienne, tu sais. Il était dans le film notamment Rue Cazenègre, donc c'était vraiment, tu sais, le genre de musique avec des djembés, classique, ancestral, quoi, tu vois. Quand je vois mon petit s'ambiancer là-dessus et faire du djembé, là, je me dis, ok, on tient quelque chose. Plus tard, il écoutera ces sons, mais il aura déjà un amour et une vibration pour quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'il aimera ça toute sa vie. Mais moi, par exemple, à un moment donné, je détestais les sons que mon père mettait à l'ancienne. Là, je me disais, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'empêche que c'est une éducation. C'est ton oreille qui se forme et t'y retournes tôt ou tard, tu vois. Parce que tu sais que la musique, c'est beaucoup plus large que ce qu'on veut te proposer. Donc, je pense que la chose qu'on peut faire en tant que parent, de même qu'on le fait avec la finance, qu'on doit le faire à tout niveau, c'est de montrer, c'est d'éduquer pour que la personne puisse avoir un maximum de lecture sur ce qu'on lui propose. Après, elle fera ses choix. Si elle veut écouter que ça, elle écoute que ça. Mais tu lui as montré que la musique, c'était beaucoup plus large que s'ambiancer, crier, charger. Non, c'est aussi des paroles. C'est aussi parfois très peu d'instruments. C'est aussi parfois... voilà, c'est tout un tas de choses différentes. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai l'impression que, oui, donc l'éducation peut passer par le fait d'avoir à aiguiser l'oreille de nos petits chérubins. Mais je pense aussi que... tu sais, je regardais un documentaire. C'est pas un documentaire, c'est un... Comment on appelle ça? Oui, bon, on va dire un reportage. Bon, peu importe, tu vois. Qui traitait de la problématique que vivent actuellement certaines personnes qui vivent dans le 10e arrondissement. Il y a un quartier là-bas où tu as des jeunes qui, la nuit, sous ballon, font du bruit, mettent de la musique à fond, qui sont défoncés. Et les riverains, ils commencent à craquer, en fait. Tu vois, ils commencent à péter un câble. Et ce qui est fou, c'est qu'on dit de ces gamins qu'ils ont entre 12 et 17, 18 ans, tu vois. Et moi, je me disais, mais dans quel monde, mon gamin, il a 16 ans, il est 4h30 du matin et genre, je sais pas où il est. Et c'est horrible parce que quand tu dis ça, tu te mets dans une position d'avoir à juger les parents. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, dû à tout un tas de raisons, hein, t'es peut-être maman solo, t'es peut-être papa solo, dans très peu de cas, mais t'es peut-être exténué par le boulot, la vie, elle te fait pas de cadeaux, t'es concentré sur comment est-ce qu'on va faire pour manger. Et donc, tu sais, à partir du moment où ce qu'on appelle des besoins dits limite physiologique, tu sais, la fameuse pyramide de Maslow, qui consiste en fait à ne pas être en capacité de nourrir tes besoins dits primaires. Quand toute ta concentration elle est là-dessus, bah, y a tout un pan de ta vie, malheureusement, que tu mets un peu à côté. Et dans ces pans-là, il peut aussi avoir tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis tes enfants, c'est dans le rapport à la communication que tu vas avoir avec eux, le rapport à l'éducation que tu vas avoir avec eux. Et les gens ne sont que dans le jugement, alors que l'idée, c'est d'essayer aussi de comprendre, tu vois. Alors comprendre, tu sais, quand toi, tu as envie de dormir et que les gamins, ils mettent du son, c'est dur, tu vois. C'est très compliqué, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut être conscient qu'à un moment donné, peut-être que l'enfant, il écoutera ces trucs. Mais de base, je pense que ce qui est très important d'essayer de faire, c'est déjà d'une part, de ne pas être largué. Quand je dis ne pas être largué, c'est qui sont les artistes du moment? Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce que l'artiste que lui, il aime bien écouter, balance en termes de messages? Une fois que tu sais ça, c'est parler de ça, en fait. En disant, tu peux écouter ou tu ne peux pas écouter. Moi, j'ai l'impression que de dire n'écoute pas, c'est pas forcément le truc qui fonctionne, mais ça n'est qu'un avis personnel, parce que si tous nos parents savaient ce qu'on avait fait dans leur dos, tu vois, ce serait compliqué. Mais de dire, tu sais, quand il dit ça, c'est n'importe quoi. Tu vois? Tu sais, quand il dit ça, lui-même ne l'a jamais fait. Parce que 90% aujourd'hui des mecs qu'on voit là à la télé, contrairement aux mecs qu'on écoutait à l'époque,
tu vois, qui n'en parlaient pas forcément, ou en tout cas ceux qui en parlaient dans la rue, on savait que c'était vraiment des gens qui avaient fait des choses. Aujourd'hui, tu peux, juste parce que tu sais que ça va vendre et faire des streams, raconter tout et n'importe quoi. Donc bien dire, tu sais, il est en train de dire ça, ce n'est pas sa vie. Lui, il est dans les derniers clashés, il est dans les derniers jets privés s'il a vraiment réussi, c'est pas sa vie. Donc il est en train de te dire un truc que lui-même ne vit pas. Que si toi tu t'amuses à vivre, voilà les conséquences. Et c'est pour ça que je parlais des très jeunes. C'est parce que tu n'inventes pas la communication avec ton gamin à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. C'est pas vrai. Ça, il faut bien s'enlever ça dans la tête. C'est-à-dire que si c'est pas quelque chose que tu as travaillé dès le plus jeune âge, c'est pas à 16 ans, 17 ans, 18 ans que tu vas rattraper ça. Ça veut pas dire que c'est foutu. Non, enfin, tu peux pas rattraper ce que tu as manqué, mais tu as toujours moyen, effectivement, de t'améliorer et de construire de nouvelles choses. Et je trouve, et c'est pour ça que je trouve, à travers ce que tu dis, que le secret est surtout dans la communication. Parce que quand tu es quelqu'un qui a une curiosité, tu peux aller regarder effectivement ce qui se fait de nouveau. Mais tout le monde n'a pas la curiosité, tout le monde n'a pas le temps de parler réalité dont tu parlais. Tu vois, quand tu dois cravacher pour bosser et que tu as la fatigue, bah, quand tu vas dormir, tu vas pas aller regarder ce qui se fait de nouveau. Mais à minima, quand tu as au moins construit la communication avec ton enfant, tu ouvres des espaces de discussion pour que ton enfant puisse te parler de ce qui se fait. Parce que la confiance est créée. Et donc oui, là, effectivement, tu peux dire ton avis et compléter la lecture que ton enfant a d'une même chose. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi, ça va loin. Enfin, loin. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu dis à un gamin Roblox, quand tu dis à un gamin Fortnite, quand tu dis à un gamin... Quand tu dis ces mots-là, en fait, c'est des jeux auxquels tu as des millions et des millions de gamins qui jouent dans le monde. Les parents, ils savent même pas ce que c'est. Ouais. Et moi, au-delà même d'avoir déjà joué, pour essayer de comprendre, je veux savoir, en fait, quelles sont les tendances. C'est super important parce que, effectivement, comment tu veux avoir une communication de qualité si le gamin, il sait que tu sais même pas de quoi tu parles? Je pense, je vois ce que tu veux dire, hein, mais est-ce que en tant que parent, il faut pas à un moment donné accepter que les réalités de ton gamin, il y en a qui vont te dépasser parce que c'est dans ce sens-là que vont les choses, tu vois. Mais moi, franchement, je dis pas le contraire. Et au plus on vieillit, au plus ça nous dépasse. Mais moi, je dis pas le contraire puisque tu vois, je ne joue pas à ça. En fait, je n'y joue pas. Mais de comprendre de quoi est-ce qu'on parle, c'est superbement important et encore plus vrai dans ce monde où tu as des gamins qui donnaient entre 60 à 80 000 euros par mois à des gars qui molestaient un humain qui est mort en live devant eux. Imagine que ton enfant, en fait, il te parle de JP Manœuvre, tu sais pas de quoi on parle. Ouais, tu sais, je regarde JP, ah ok, c'est cool, il est sympa, ouais, franchement, il est trop drôle. Et après, il rentre dans sa chambre. Toi, tu sais pas de quoi il parle, alors que il est en train de te dire qu'il regarde un gars qui se fait molester, torturer en live. C'est en ce sens que je dis que il faut rester alerte. Ça va super vite. Est-ce que tu vas tout capter? Non. Est-ce que tu vas pouvoir tout contrôler? Non. Mais quand même comprendre, tu vois, le monde, les tendances, qu'est-ce qui se passe là? Parce que honnêtement, pour des euros, les gens, ils sont prêts à tout en fait. Ils sont prêts à aspirer nos gamins. Tu vois? Clairement. Donc c'est ça que j'essaye de dire. Et étant conscient de ça, il faut qu'on soit proche d'eux en fait, vraiment, tu vois. Aujourd'hui plus que jamais, hein. De malade, tu vois. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui adorent utiliser le fait que aujourd'hui, vu que le rap est devenu la musique numéro 1 et qu'elle est principalement du coup plébiscitée, chantée, incarnée par des hommes issus de l'immigration, qu'ils soient noirs ou arabes, donc ça explique pourquoi on a cet ensauvagement des gamins, etc. Ne nous cachons pas. Je pense qu'il va falloir qu'on assume aussi ce qu'il en est de nos responsabilités. Tu vois, là, dans l'échange qu'on a eu, on a parlé des parents, on a parlé de la communication. Il faut qu'on puisse également prendre notre part de responsabilité dans ce que les autres nous opposent. Pas pour eux. Pas parce qu'on veut que BFM TV parle bien de nous. On en a rien à faire de ça. Mais pour nos enfants. C'est eux que ça défonce. Pour de vrai, tu vois. De croire que la vie, c'est la bicrave. De croire que la vie, c'est de passer, de vivre sur des yachts. Nous, d'une certaine façon, ça nous a eu aussi.
De croire que la vie, c'était de poser des bouteilles en boîte de nuit et de serrer le maximum de meufs possible. Ça nous a fait perdre un temps. Ça nous a fait perdre du temps, ça nous a fait perdre de l'argent, ça nous a empêché d'être concentrés. Absolument. C'est un peu ce dont on parlait aussi quand on avait fait le retour critique par rapport à la cérémonie des flammes, où de base, on a validé le fait qu'il y a une récupération venant de la communauté et le fait que voilà, on arrive à se réapproprier certaines choses, mais que dans le même temps, c'est aussi le moment de nous regarder dans le miroir et de regarder comment est-ce qu'on nous met en avant nous-mêmes, tu vois. À commencer par les artistes qui, quelque part, ont une stratégie de communication qui mérite d'être discutée et qui, en tout cas, a des axes d'amélioration. Et aussi, peut-être, à un moment donné, comment nous, on décide réellement de nous mettre en avant dans la façon dont on organise ces événements. Et parce qu'il est question de ça aujourd'hui. On dégage énormément de puissance et on dégage énormément d'énergie. Jusqu'ici, c'était d'autres personnes qui en profitaient parce qu'ils avaient monté un système d'une certaine façon pour faire du profit et aussi pour que l'on garde toujours une même image de nous. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est en train petit à petit de reconstruire nos industries et qu'on récupère notre énergie, il est temps effectivement de donner une forme qui nous élève. Là où jusqu'ici, toutes ces choses-là, même si on nous montre en haut, elles ne nous élèvent pas. Au contraire, elles nous rabaissent. Parce que ça marque un creux, ça marque une supériorité, ça marque une violence, ça marque du matérialisme à tout va, et on est beaucoup plus que ça. C'est ça. C'est que quand tu as une seule histoire, une seule narrative, tu peux aller que dans ce sens-là. Mais quand tu donnes des voix diverses, même s'il y a un moment donné, parce que ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de la communication un peu compliquée à 16, 17, 18 ans, si elle commence à ces âges-là, c'est parce que c'est des âges, on sait très bien l'adolescence, c'est compliqué en fait, où tu as un peu moins de power en tant que parent sur ton enfant de ce point de vue-là. Tu es devenu la personne ringard, la personne qui ne comprend rien, etc. Donc c'est important d'avoir de bonnes fondations. Parce que même si le discours est moins, en tout cas le cerveau est moins poreux pour ce qui est de l'enfant quant à ton discours, c'est quand même des choses qui résonnent dans sa tête. Et il y reviendra une fois la période passée de la testo qui part dans tous les sens, tu vois. C'est clair. Donc bon. Non, je suis d'accord. Du coup, ouais, franchement, je pense que si tu mêles les deux, ça veut dire éduquer ton enfant sur la musique et en même temps travailler la communication avec ton enfant. T'as de quoi pouvoir bien t'en sortir. Et d'ailleurs, pour les parents, avant que tu poses la question, pour les parents qui se posent la question de savoir, mais comment apporter notamment la dimension allouée à l'intelligence financière pour pouvoir leur donner une narrative différente de celle qu'on peut entendre, notamment dans le rap et la musique, les gars, il y a le Nekao Gala. Le Nekao Gala, je sais pas si t'as vu un petit peu la virgule, mon frère, que j'ai envoyé. De ouf, j'allais en parler de toute façon. Le Nekao Gala, le 8 novembre prochain, ça y est, c'est officiel, parce que on a dit que c'était la rentrée, mais limite, on aurait même dû commencer par ça, tu vois. C'est vrai. Après la première édition, on a la seconde édition. En fait, tu sais, dans le rap, parce qu'on parlait de rap, ils disent souvent, vous n'êtes pas prêts. Et là, ce qui arrive là, vous êtes tellement pas prêts. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment envie de le dire comme ça. On a fait un truc, vous n'êtes pas prêts. Pour les personnes qui étaient là, elles ne voudront pas rater la deuxième édition. Et pour les personnes qui n'étaient pas là, vous avez la vidéo de la première édition là, dans notre YouTube, sur notre page YouTube. Donc, allez regarder. Mais ça va être quelque chose. Et justement, c'est des sujets qu'on abordera, quoi. Clairement, non. L'année dernière, déjà, ce qu'on a fait, c'était très fort. On en est très fiers. Et là, cette année, on met les bouchées doubles. Let's go. À tout niveau. 2 fois plus de personnes, 2 fois plus proche de Paname, parce que là, on est dans Paris Intramuros. On vous réserve des petites surprises. On va vraiment implémenter beaucoup plus de choses que l'on a eu l'année dernière. J'ai hâte. Ah, ça va être quelque chose. J'ai hâte. Rendez-vous le 8 novembre, les gars. Et on va en reparler autrement après la question que je vais te poser. Ok. En fait, j'ai 2 sujets que j'aimerais vraiment pouvoir échanger, sur lesquels j'aimerais vraiment pouvoir échanger avec toi. Mais voilà, le premier, on était obligé d'en parler, tu vois. On a cité le nom tout à l'heure de l'émission avec Sylvain Tiger parce que on a fait de très beaux épisodes de podcast là sur cet été, notamment avec Edgar Rive, avec Marcus Lawrence, avec Sylvain Tiger, avec Fernand Lopez. Mais j'avoue que celui avec Sylvain Tiger, pour moi, il a eu comme un goût différent à plusieurs niveaux.
Ça veut pas dire que c'était forcément mon préféré parce que j'ai pris du plaisir dans tous les podcasts qu'on a fait, mais il a eu un goût différent. Déjà d'une parce que c'est la première fois qu'on invitait une personne d'une autre communauté sur le plateau, et de deux parce que c'est la première fois qu'on a été confronté au type de commentaires que l'on a eu, tu vois. Et donc je voulais un peu que l'on échange sur ça. Déjà, il y a un commentaire que j'ai relevé et qui, je trouve, est assez représentatif de pas mal de choses et donc sur lequel j'aimerais que l'on puisse échanger derrière. Ce commentaire, c'est « Message à tous les Wakandis Kemi Seba et Back to Africa. Voilà une analyse réaliste. Il y a un grand changement de fond à prévoir pour les Africains et ne pas avoir de beaux discours uniquement. Ça ne sert à rien. L'Africain souhaite le réconfort avant l'effort. Ça ne pourra pas marcher. » Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire? Désolé pour ce petit temps de pause. Déjà, je vais commencer par dire que quand tu décides de te lancer sur les réseaux, sur YouTube, il faut pouvoir accepter le fait qu'on te dise de toi que j'adore ce que tu dis, j'adore ce que tu fais, et l'inverse aussi, tu vois. Le problème, c'est que j'ai oublié le nom, mais je sais pas si tu as vu l'expérience qui a été faite par un scientifique chinois. Je crois qu'il est chinois, il est asiatique en tout cas pour sûr. Je crois que c'était dans les années 50 ou 60 avec l'eau. Il a pris 2 verres d'eau et un premier verre, durant 30 jours, je crois, il lui dit que des bonnes choses. Et le deuxième verre, il dit des dingueries, tu vois. J'en parle souvent. Et au bout de 30 jours, on constate que le verre pour lequel a été dit des choses extraordinaires, on prend l'eau et on l'analyse au microscope et on voit en fait des cristaux mais magnifiques, bien faits. Et de l'autre côté, des trucs complètement difformes, limite pourris un peu, etc. Et en gros, ce que voulait la démonstration que cela a amené, c'est que l'être humain est composé en grande partie d'eau. Oui, 80, je crois que 70%. Ouais, je crois qu'entre 70 et 80%. J'ai pas osé donner le pourcentage parce que j'avais 80% en tête, mais j'ai pas voulu donner. Mais en tout cas, c'est ça, 70 à 80% d'eau. Tu peux vivre bien plus longtemps si tu arrêtes de manger que si tu arrêtes de t'hydrater. Tu vois, tu peux vivre bien plus longtemps. Et précisément, je te parle de ça pour te dire que lorsque tu t'exposes à des commentaires, à des retours négatifs sur les réseaux, mais même dans la vraie vie, tu te dérègles. Et donc, moi, j'essaye d'éviter de me dérégler. Tu vois, je vais le dire comme ça. Comprendra qui pourra. Mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que je sais même pas quoi dire, en fait. Tu vois, tu me donnes un commentaire, je sais même pas quoi dire. En fait, si, je sais quoi dire, mais moi, quand j'ai vu certains des commentaires, du coup, autour de cet épisode, il faut dire qu'on a eu des commentaires positifs. Mais de malade. J'en ai relevé, notamment un, je peux te le lire en très vite fait. Mais voilà, épisode incroyable avec des avis différents, mais un désir commun d'évoluer très qualitatif. Magnifique. Donc, il y en a eu. Magnifique. Moi, je parlerais plus du fond, tu vois. Je me suis quand même dit, waouh, tu vois, c'est fort. On a affaire à Sylvain. Nous, on l'a invité. Si on l'a invité, c'est parce qu'on apprécie son travail. C'est quelqu'un, effectivement, qui a une expertise poussée sur tout ce qui tient de l'investissement. Et donc, c'était intéressant de l'avoir, même si on n'a pas fait un épisode 100% tourné que sur ça. Et c'est ça aussi, les high-level qu'on veut avoir, tu vois. Mais précisément, je me suis dit, c'est fou parce que on a un monsieur qui a son avis, il a le droit d'avoir son avis sur la manière dont les Noirs, notamment, évoluent en France et sur la manière dont l'Afrique peut être amenée à se développer ou va se développer. Et chacun a le droit d'avoir son avis, tu vois. Je parle en tant qu'homme ou femme noire. Mais c'est surprenant de voir à quel point beaucoup prennent plaisir à valider des propos qui sont censés aller contre nous.
Parce que je ne vois pas ce qu'on a dit, nous, dans cette émission, qui n'allait pas dans le sens des nôtres, en fait. Que ce soit par rapport à notre vision du développement futur de notre continent, du développement de notre continent, ou que ce soit quant à notre réalité d'Afropéen, je reprends l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, ici même. Et je me dis, waouh, c'est extraordinaire, en fait, tu vois. C'est extraordinaire la manière dont on ne fait pas corps commun sur, pour moi, des sujets qui ne devraient même pas mener à des débats. Pour moi, ce qui devrait mener à des débats, c'est comment faire les choses. C'est pas est-ce que les choses sont faites ou pourquoi est-ce que vous dites que les choses doivent être faites. Et j'ai l'impression que dans certains commentaires, c'est ce qui transparaissait alors qu'on avait affaire à des hommes et des femmes noirs. Et c'est pour ça que tu as des gens qui se permettent de dire que nous ne sommes pas une communauté. Parce que c'est important d'avoir à entendre le pourquoi est-ce que c'est dit. C'est pas stupide. C'est-à-dire que pour beaucoup, et ça fait sens, l'idée de communauté, c'est quoi? C'est l'idée d'un groupe commun qui va dans le même sens, qui va dans la même direction. C'est pour ça que tu as plein de gens qui disent que non, il n'y a pas de communauté noire. Parce que nous sommes encore, pour certains, pour certaines, très à l'aise au fait d'avoir à dire vas-y. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera pas, ça n'existe pas, il n'y a pas cette solidarité, etc. Ok, une fois que tu as dit ça, du coup, ça a servi à quoi? Et en quoi ça fait avancer le schmilblick? Mec, j'ai envie de dire amen. Tu vois, en fait, je trouve que pour moi, c'est la base des bases. Qu'une personne comme Sylvain ait un avis sur notre communauté lié à son expertise, etc., effectivement, il a le droit. On l'a invité parce qu'il a le droit d'exprimer son avis. On a eu des accords, on a eu des désaccords. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais quand je vois les nôtres, plus que valider les propos, je me dis effectivement qu'il y a du boulot. Et je le respecte, hein. Ça fait partie d'un process, tu vois. Et d'ailleurs, là, on en parle. Mais j'ai pas envie qu'on en parle dans l'idée de nous justifier, mais juste d'essayer de décrypter certaines choses. En ce moment, je me bousille sur pas mal de contenus qu'on a vu aussi, je le sais, parce que toi aussi tu l'as vu, Harry Roselmack, qui a fait une masterclass quand il s'est fait inviter par... comment il s'appelle le gars déjà? David Laroche. David Laroche. Philippe Lenormand, je crois, il s'appelle le mec. C'est un gars spécialisé à la base dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il développe beaucoup plus sa connaissance sur les pensées quantiques, notamment à travers le fait que, enfin, lui, l'une de ses, comment il s'appelle déjà? Philippe Guillemont, excuse-moi. L'un de ses concepts, c'est de dire que tu as la possibilité de sélectionner ton futur, mais littéralement. C'est que aujourd'hui, on compose déjà avec le futur et que tu as la possibilité de décider quel est ton futur, de même que pour rentrer chez toi, tu mets ton GPS, ben voilà, ça fonctionne de la même façon. Donc, Harry Roselmack, Philippe Guillemont, pareil, on parlait des high-level conversations. Ces mecs-là, ils sont sur la même chose. Le futur, c'est quelque chose que l'on peut contrôler, c'est quelque chose vers lequel on peut aller. Sélectionner ce que l'on veut dans son futur, on ne le fait pas en se basant que sur ce qui est actuel aujourd'hui. On le fait en s'imaginant ce qu'il peut être, dans le champ des possibles. Et le champ des possibles s'arrête au champ de ton imagination. Aujourd'hui, la plupart des nôtres se limitent à une vision très petite de notre communauté qui a commencé depuis l'esclavage. Et effectivement, quand on a une lecture de notre communauté depuis l'esclavage, il n'y a pas de quoi être pessimiste quant à notre futur. Quoique, parce qu'il y a une différence entre la narrative dominante, la façon dont elle nous décrit, et quelle est notre réalité. Parce que toute cette époque-là qu'on a traversée, on l'a traversée avec des choses incroyables. L'esclavage et la colonisation, c'est des millions, des centaines de millions de morts dans nos communautés qui se sont battus pour leur liberté, pour leurs croyances. Ce sont des gens qui, en étant traités comme moins que des animaux, ont été solidaires, se sont sacrifiés les uns pour les autres, se sont battus, ont gardé leurs valeurs, ont inventé des choses, des stratégies pour pouvoir se défendre, à l'image de la capoeira que je fais aujourd'hui, qui est née d'une danse, mais qui en vrai était une dissimulation pour pouvoir apprendre à se battre. Aujourd'hui, on le vit aussi au quotidien avec la Nekao School. Aujourd'hui, c'est plus de 600 personnes qui sont ensemble, nourries par une vision commune. Et c'est pour ça que je prends ça avec beaucoup de recul. C'est parce que j'accepte le fait que tout le monde ne voit pas tout ce dont je suis en train de parler par manque de connaissances. Et c'est pour ça que pour moi, je vois ça comme un process. On le voit aussi avec le gala.
Le fait que beaucoup de personnes de notre communauté puissent se rassembler, communier, se projeter. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens de notre communauté qui ont décidé de se rassembler. Quand j'ai décidé d'aller à Business Africa totalement par hasard, parce que mon cousin, il me dit d'y aller, j'y allais pas forcément dans un objectif, mais je voulais me retrouver dans... Bam, je fais la rencontre par hasard de Hervé, qui me parle d'un projet où on va lancer un média. Quelques mois plus tard, première émission des funérailles des tabous. 1 an plus tard, on commence les Nekao Live. Aujourd'hui, on a la Nekao School. Tout ça, ça naît de moments où on est ensemble en tant que communauté. J'accepte le fait que tout le monde n'ait pas cette lecture, n'ait pas cette compréhension, n'ait pas cette connaissance. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je comprends le stade où on en est, mais je garde quand même mon optimisme parce que je vois que les choses changent. Et je parle pas pour les personnes, je parle pas pour convaincre les gens d'aujourd'hui. Je parle pour mettre un grain de sable pour les gens d'aujourd'hui, qu'ils aient compris ou qu'ils aient pas compris. Et je sais très bien que dans 10 ans, les gens écouteront notre discours différemment. Et quand ils retomberont sur cette vidéo-là, ils se diront « Bordel, ils étaient pas très loin, en fait, ces gars-là, de la réalité. » De même qu'aujourd'hui, c'est Kanye West aussi qui communique de cette façon-là. Alors attention, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Kanye. Il n'empêche que, parfois, tu regardes certaines de ses interviews en 2010, tu te dis « Ce mec-là, il est complètement perché. » Tu réécoutes ça en 2020, tu te dis « Waouh !» En fait, il était en avance sur tout le monde. Et c'est un peu comme ça que je vois cet échange avec Sylvain Tiger et le retour des nôtres. Donc, ça me fait mal parce que on n'est pas encore arrivé. On est les premiers à nous tirer dessus les uns les autres. Mais en même temps, voilà, j'accepte le fait que ça fasse partie d'un process. Et si vous dites de nous qu'on est wakandistes, voire même que on est dans le monde des bisounours, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me comparer à lui, hein, mais quelqu'un comme Jésus-Christ, il est mort en ayant aimé toute l'humanité, sans avoir fait de mal aux gens, jusqu'au bout du bout. Il en a même sacrifié sa propre vie pour montrer qu'il n'est qu'amour. Alors, je ne dis pas que je suis qu'amour, mais je dis que vous pouvez me dire que je suis dans le monde des bisounours. Je prends ça comme un compliment parce que je pense qu'aujourd'hui, être foncièrement bon et viser le positif, même être utopiste, c'est le meilleur moyen de pouvoir changer le monde de la bonne des façons, de la meilleure des façons. Et c'est comme ça que je commande le futur. J'aime beaucoup ce que tu dis et surtout ta conclusion. C'est comme ça que je commande le futur. Il y a quelque temps, j'ai pris un Uber et le chauffeur, c'était un frérot. Et moi, de base, je suis pas très loquace. Hors de ces caméras-là, avec les gens que je connais pas. Parce que par contre, je parle énormément. Hier encore, on a été la démonstration. Madame Ngonej, vous savez de quoi je parle. Mais quand je rentre dans un Uber ou quoi, je connais pas la personne, je suis pas très loquace, tu vois. Et il s'avère que le frérot, il voulait me parler. Bon, on a parlé. Et c'était dur d'avoir à l'entendre parce que c'était toujours la même chose, quoi. Ah, t'as vu, je fais pas confiance au Renoir. Non, mais t'as vu, de toute façon, non, mais on n'a pas de communauté. Regarde, il y a un mec, regarde, j'avais fait ça, il m'a fait ci. Il a fait ça, il m'a fait ci. Ok. Je connais la musique. En ce moment, je regarde les vidéos d'un frérot sur YouTube. Ouais, non, mais nous, les Noirs, on n'est pas ci. Nous, les Noirs, on n'est pas ça. Et en fait, c'est des discours, moi, qui commencent à me fatiguer. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit juste avant. Une fois que tu as dit ça, et après, en fait, cette réalité-là, c'est nous qui la construisons. Parce que tu te rends pas compte que quand tu dis ça, en fait, tu inscris ça dans la réalité. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu dis? Puisque moi, en fait, un tel qui m'a fait ci, un tel qui m'a fait ça. Mais moi, j'ai travaillé des années durant avec des personnes de confession juive. J'en ai certains d'entre eux qui sont des amis, tu vois. J'ai été témoin de trahison de fous. Mais pour autant, ils sont toujours en train de travailler entre eux. Quand ils étaient là, ah ouais, l'autre, il m'a trahi, c'est une dinguerie. Le midi, quand on allait manger dans un restaurant cachère. Tu vois, à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous bercer d'illusions. Ouais, mais comment il peut dire ça? Moi, quand j'ai lancé mon business de mèches de cheveux, en fait, les gens ne m'ont pas soutenu. Mais ils t'ont pas soutenu parce que je n'ai pas à te soutenir parce que t'es noir. Je dois te soutenir parce que en plus d'être noir, ce que tu me proposes, c'est bon, c'est qualitatif, c'est frais, c'est fort. Parce que ton service client est bon. J'ai pas eu à attendre 1000 ans pour avoir un remboursement, pour avoir, je sais pas, pour qu'on réponde à ma question, pour qu'on me serve. J'en sais rien.
À un moment donné, il faut qu'on comprenne que nous devons être au service des nôtres si on veut avoir un retour positif. Et si je suis persuadé que l'autre ne va pas aller dans mon sens, ne va pas m'aider, ne va pas me comprendre, va m'arnaquer, eh ben en fait, oui, ben dans ce cas-là, ne faisons rien. Encore une fois, ce que tu dis, moi, c'est ce que je dis depuis un moment. Les gars, c'est très bizarre ce que vous dites parce que moi, ma réalité, bizarrement, elle n'est pas celle-là. Après, ça n'empêche que il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Parce qu'on adore dire qu'on a plus de 600 personnes qui nous ont fait confiance, ce qui est beau et pas grand-chose en même temps, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une base email qui arrive à 10 000 personnes. Ça veut dire que tu as 10 000 personnes qui sont rentrées dans notre funnel, qui nous ont fait confiance au point de nous donner leurs coordonnées, mais qui n'ont pas décidé de passer à l'action. Sur ces 10 000 personnes, on en a 600. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire énormément de choses. On pourrait en parler encore des heures durant. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on devait partir du principe que l'homme noir, la femme noire ne soutient pas son frère ou sa sœur, ben en fait, dans ce cas-là, ne faisons pas d'initiative, en fait. Non, en fait, nous, c'est pas notre réalité, parce que déjà, c'est pas ce qu'on vit, et c'est pas ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants, en fait. Créons-le. Ok, ça n'existe pas, ben créons-le. Ok, on passe notre temps à nous arnaquer, ben créons comment dire, une communauté où des gens qui ne seront pas dans cette dynamique-là. On sera 5, 10, 15, c'est pas grave. Et acceptons le fait que ça ne se fera pas dans la douceur. Il va y avoir de la douleur, il va y avoir des déceptions, en commençant par nous, tu vois. Parce que ça fait partie du process. Et le truc aujourd'hui, c'est que au nom de ces erreurs et au nom de cette douleur, on en vient tout de suite à se critiquer. Je me suis pris une gifle. Oh, on est mauvais, plus jamais. Non, mon gars, tu t'es pris une gifle. Bon, ben ouais, c'est relou. Ça fait partie du process, tu vois. Mais peut-être que si tu continues, tu t'en prendras moins. Et c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Ça va pas être simple. Ça n'est pas simple. Notre parcours n'est pas simple. Mais au plus on sera, au plus cette réalité va changer. Et moi, voilà, je suis vraiment sur ce focus-là. C'est excellent. On en avait un peu parlé quand je t'avais évoqué ce chauffeur Uber qui m'avait volé l'oseille et tout, là. Donc, on va pas se relancer dans le débat. Mais moi, le simple constat, ça y est, aujourd'hui, je peux plus. Tu vois ? Parce que tu peux, enfin, on en avait parlé. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que tu fasses constater que t'as pas kiffé parce que tel ou tel frère ou telle sœur t'a fait ça. Mais c'est quoi ta réalité à toi ? Est-ce que ta réalité, c'est, ou ta conclusion, c'est, bah, du coup, je ferai plus rien avec les noirs. Ah, ben non, vas-y, ben, on peut pas leur faire confiance. Ah, tout ça. Non, enfin, si c'est ta conclusion, ça m'intéresse pas. Tu vois, tu peux avoir un désaccord, tu peux avoir, voilà, parfois des choses qui ne se passent pas bien, mais en fait, c'est pas ça qui doit te fermer à la suite et à faire en sorte que nous devons tous être concernés par cette idée-là. C'est terrible ce qu'ils nous ont mis dans la tête. C'est un truc de fou. Surtout que, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas la réalité de nos aïeux. La narrative veut que ce sont eux qui ont dit c'est bon, on arrête l'esclavage, on passe à l'abolition. Ce n'est pas vrai. Il y avait tellement d'insurgés, tellement de marrons, qu'à un moment donné, ils se sont dit c'est bon, on n'arrive plus à gérer. Et quand tu mêles aussi à ça le fait que, en fait, bah voilà quoi, la valeur du coton c'était plus si intéressant et qu'il y avait d'autres sources de revenus. Quand tu mets tout ça cumulé, tu te dis ok, c'est ça qui explique que c'est pas c'est pas le fait qu'ils aient eu une grandeur d'âme, ils se sont dit bon c'est bon on arrête après 4 siècles c'est bon on arrête ça, tu vois. Et bref, revenons à nos, tu vois, à nos racines en fait. Et ayons confiance en nous. Comprenons que la confiance ça fonctionne de façon très simple. Le premier élément pour avoir confiance en toi, c'est déjà de le dire. J'ai confiance en moi. Ça ne veut pas dire que ça va effacer tous tes doutes. Et nous, tant qu'on est dans la narrative du « on ne peut pas se faire confiance », la confiance ne fonctionnera pas. Faisons-nous confiance. Mais ne soyons pas non plus bêtes ou idiots. Il y aura des abus de confiance parce qu'on reste des êtres humains. On fait des erreurs. On peut tomber sur des personnes mal intentionnées. C'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre obligatoirement sur le dos de toute la communauté ? Non. Une communauté, ça se crée d'un point de vue matériel, mais aussi psychiquement. La confiance, vraiment, ça se travaille. Mais c'est pas grave de toute façon. Nous, on est là pour en fait, moi, vraiment, cette émission avec Sylvain Tiger, je la vois comme si on était des boucliers un peu, tu vois. On est les premiers à prendre les coups, mais ça ouvre. Ça ouvre le champ des possibles sur les choses, ça ouvre le champ des possibles. Et dépendant du chemin qu'on décide de prendre, il y aura un avant, il y aura un après. Mais
il faut bien entendre le sens de la phrase et la dimension profonde de celle-ci. Hein. Quand la personne dit « Eh, moi, t'as vu les Renois, c'est mort », je leur fais pas confiance parce que c'est des arnaqueurs. La personne se qualifie d'arnaqueur. Parce que moi, je te connais pas. Donc moi, si je dois suivre ta logique, c'est que ne te connaissant pas, si demain je te vois, je dois pas te faire confiance parce que tu es un homme ou une femme noire. Il faut entendre que les personnes qui se disent ça, la première personne qu'elles condamnent, c'est elle-même. Donc, réfléchissons un petit peu aujourd'hui avec le recul qu'on a, les connaissances qu'on accumule et la dimension aussi spirituelle qu'on veut donner aux choses, ou qu'on doit donner aux choses. Je vais plutôt dire ça. C'est ta bouche, là. Quand elle sort des mots, essaie de bien entendre ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que je ne dois pas te faire confiance. C'est pas je ne dois pas leur faire confiance, c'est je ne dois pas te faire confiance parce que tu es un homme noir ou tu es une femme noire. Ça commence par toi. Et quand on creuse, dire que tu ne te fais pas confiance, ça veut dire que tu donnes ta confiance à d'autres. Et qu'est-ce que les autres font de ça? Quand nous, aujourd'hui, en tant que Noirs, on décide de ne pas nous faire confiance et que donc on donne exclusivement notre confiance à d'autres. Est-ce que les autres, jusqu'ici, nous ont montré qu'ils étaient à la hauteur de cette confiance? Je pense qu'on peut se laisser sur ces mots-là. Réfléchissons. Et passer au thème suivant. Je t'assure, vraiment. Je suis tombé sur une vidéo et moi, des fois, il y a des idées comme ça qui sont balancées et qui font tourner ma tête longtemps. Le mec, en gros, dans sa vidéo, déjà, il prend un air un peu grave. Donc, ça place un peu le cadre. Et il dit, réfléchis 2 secondes. Vraiment, pense profondément et réponds-moi à cette question. Si l'échec n'existait pas, s'il t'était impossible de fail, tu vois, qu'est-ce que tu serais amené à faire? Qu'est-ce que tu ferais? Imaginons qu'on vit dans un monde où l'échec n'existe pas. Tu ferais quoi? Ah là, ça change toute une physionomie parce que aujourd'hui, un être humain se construit en réglant des problèmes. Et les problèmes, tu les as à cause de certains échecs. Donc, je sais pas, j'ai envie de savoir où tu veux en venir. Non, mais déjà, est-ce que la question, elle te... Parce que moi, personnellement, ça m'a... Tu sais, j'ai dû me poser un petit peu, tu vois, pour réfléchir. Un monde où, en fait, tu n'as plus peur de faire quelque chose parce que tu peux échouer. Parce qu'une grande partie des gens aujourd'hui qui ne font pas les choses, ou qui ne font pas, qui n'osent pas, je sais pas moi, lancer ce qu'ils souhaitent lancer, ou créer, peu importe, c'est souvent parce qu'ils ont peur. Voilà. Là, on est Et ils ont d'accord. peur de quoi? Ils trouvent toujours des raisons d'avoir peur, Voilà. en tout cas. Ils ont peur que ça ne fonctionne pas. Oui. Ils ont peur que ce qu'ils... Du jugement. Du jugement. Ils ont peur que l'écho qu'ils attendent de ce qu'ils souhaitent créer... D'être déçus. Exactement. La peur. Ok. Donc, dans un monde où il n'y aurait pas tout ça, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? On vivrait d'amour. Tout Tout simplement. Mais toi, d'un point de vue personnel, du coup, je vais te laisser un peu réfléchir à ça parce que... et peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Concernant la peur, en tout cas pure et dure, parce que je te le disais, moi, ça m'arrivait à un moment donné de ressentir des peurs. Et à travers une séance de psy, où j'en ai parlé à ma psychologue, elle m'a dit, mais tu vois, j'entends beaucoup le mot peur dans ce que tu dis. Mais la peur, c'est un instinct naturel, c'est un sentiment. Et c'est un sentiment qui n'a pas été créé par hasard dans la vie des hommes et dans toute la vie animale. C'est un instinct qui a été créé pour pouvoir nous défendre en cas de danger de mort imminente. Et le truc aujourd'hui, c'est que le monde a avancé de façon tellement vite, surtout depuis ces dernières années, que c'est comme si notre physique n'avait pas évolué au même niveau que notre monde. Et donc, on se met à ressentir les mêmes choses que l'on ressentait quand on était en danger de mort imminente, parce que l'échec, quand tu es en danger de mort, c'est de mourir, tu vois. C'est les mêmes sentiments qu'on ressent aujourd'hui. Et c'est ça qui nous immobilise, en fait. On a la sensation que quand on sera en échec, on va mourir, alors que non. Et donc, je pense qu'il est important d'écouter cette peur, parce que c'est un sentiment naturel,
mais que la seule question que tu dois te poser quand tu la ressens, c'est est-ce que je suis en danger de mort ou pas? Et si tu n'es pas en danger de mort, faut y aller. Point. Tu vas gérer. Voilà. Non, c'est une bonne réflexion. Moi, ce que je me suis dit, si la dimension allouée à l'échec... Après, tu vois, t'as des gens qui sont plus ou moins... tu sais, qui ont une appétence... ou en tout cas, une forme de... Une peur plus ou moins importante, tu vois, à l'échec ou quoi que ce soit. Moi, franchement... elle est quasi inexistante, tu vois. J'ai beaucoup trop conscience. En fait, j'ai finalement pris conscience, mais de façon inconsciente, j'avais déjà implémenté le fait que je ne pouvais pas passer cette vie sans travailler au développement de mon plein potentiel. Genre toujours. Et c'est pour ça que je me suis mis à fond dans le sport, je me suis mis à fond dans la musique, je me suis mis à fond dans l'entrepreneuriat, et que j'ai jamais eu peur que ça ne fonctionne pas en soi. Ça me faisait pas plaisir de constater que je n'avais pas atteint mes objectifs, mais j'ai jamais eu peur de me retrouver face à cette situation. J'ai toujours préféré l'idée de me dire, j'ai tout donné, j'ai essayé, quoi, tu vois. Mais quand ce gars-là a posé la question, je me suis dit que si le monde était dénué de tout ça, bah, je créerais la Nekao School. Ok, ça m'intéresse. Et c'est pour ça, en fait, que je t'ai posé cette question, parce qu'en fait, je trouve que c'est un pont extraordinaire avec la conversation qu'on a eue juste avant. C'est que le fait de ne pas avoir à faire confiance à mon frère ou à ma sœur, c'est parce que j'ai peur d'être arnaqué, j'ai peur d'être pris pour un idiot, j'ai peur de confier, en tout cas de donner ma confiance et d'être trahi. J'ai peur. Ok ? J'ai peur finalement de fail dans le jugement que j'avais de toi. Ok ? Dans un monde où tout ça n'existe plus, les 10 000 personnes en fait qui se sont qui ont accouru devant nos portes et tout en disant ouais ça m'intéresse, en fait ils rentrent dedans en fait. J'ai trop conscience de l'apport sur le plan personnel que me donne la Nekao School dans le fait d'enfin avoir l'impression de servir à quelque chose. Là où avant j'étais un instrument, disons-le, du système, parce que ce système capitaliste consiste à essayer de générer le plus de richesses possible et donc d'en bénéficier en consommant. Aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça et j'ai l'impression de servir à quelque chose de par ce que je fais, mais de par les retours qu'on a aussi des personnes qui nous font confiance, tu vois. Et je me dis, imagine, sans cette peur, l'impact qu'aurait aujourd'hui une école comme la Nekao School. Ce serait un truc de malade mental, en fait. Tu vois ? Et je me dis que le fait d'avoir à parler des retours, de certains des retours qu'on a pu avoir dans l'épisode de Tiger, des freins que certaines personnes peuvent avoir, peut-être nous concernant, mais concernant également d'autres frères et sœurs qui essayent d'apporter de la valeur, tu vois, au sein de la communauté, bah, ce serait quelque chose, tu vois, qui irait totalement dans notre sens, parce que pour beaucoup d'entre nous, ce qui nous freine dans le fait d'avoir à penser les choses ensemble, c'est la peur. C'est vrai. Et la peur est beaucoup plus présente chez nous, je pense, que ailleurs. C'est ce qui nous handicape essentiellement aujourd'hui. Parce que n'oublions pas qu'il y a une affaire d'épigénétique derrière. Il y a des choses qui se transmettent. Tu te souviens, tout à l'heure, je te disais que la peur, c'est quelque chose qui est présent en cas de danger de mort imminente. Ben, nous, à l'échelle d'un peuple, il n'y a encore pas si longtemps que ça, on était beaucoup plus en danger de mort imminente que tous les autres peuples. Et ça se transmet. Ça se transmet, c'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a beaucoup plus rapidement peur. On a peur de nous, déjà, pour commencer. On a peur de nous, de notre image, parce qu'on nous a bousillé la façon dont on pouvait nous-mêmes nous voir, nous regarder dans le miroir, nous considérer entre nous. On nous a fait passer pour des frères ennemis. Donc, première peur. Seconde peur, le lynchage. Si tu fais pas ce que je te dis, je vais te fouetter. Ben ça fait qu'à un moment donné, quand tu veux faire les choses par toi-même, autrement, tu as peur. Et c'est exactement de ça dont il est question aujourd'hui. Quand on crée un mouvement comme la Nekao School, tu as beaucoup de gens qui nous projettent une certaine peur. Est-ce que je peux faire confiance à des frères ? Est-ce que ce mouvement n'est pas un peu raciste ? Il y a des frères qui nous le disent, ça, quand même. Alors qu'on a toujours dit que c'est pas parce qu'on fait quelque chose pour nous qu'on le fait contre les autres.
D'ailleurs, je tiens à le dire, dans la Nekao School, il n'y a pas que des Noirs. Il y a des Blancs, il y a des Arabes. Je ne sais pas si on a encore des Asiates, j'en ai pas encore vu, mais on est ouvert à tous. On a juste un objectif clair, pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants d'avoir une stratégie d'investissement. Ça ne veut pas dire que demain, si on est 10 millions, 10 millions de personnes à avoir une stratégie d'investissement, on ne dit pas non, vous pouvez être d'autres communautés, ça nous ferait énormément plaisir, il n'y a aucun problème. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Et c'est pour ça qu'on doit d'abord faire une guérison sur nous-mêmes. Quand tu ressens cette peur, comprends que c'est une réaction chimique qui t'a été transmise, qui a été entretenue de par la société dans laquelle on est aujourd'hui, mais sur laquelle tu peux travailler. Demande-toi si tu es en danger de mort imminente. Je trouve que c'est le meilleur moyen de craquer le système. Si tu ne l'es pas, vas-y, tant que tu es convaincu. Et si c'est une erreur derrière, s'il y a un échec, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, c'est grâce à nos échecs qu'on en est là où on en est. On n'incarne pas la meilleure réussite sur Terre. Il n'empêche que je pense que si je te pose la question, tu me diras que tu es fier de ton parcours. Si tu me poses la question, je te dirai la même chose. Je suis fier de mon parcours. Je suis content des échecs que j'ai eus parce qu'ils m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Ça fait partie d'un process. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. La peur, c'est vraiment quelque chose que l'on se doit de travailler parce que c'est très, très présent chez nous, à tout niveau. Et toi, du coup, tu sais ce que tu ferais ou pas? Est-ce que ça t'est venu? Si on vivait dans un monde où il n'y a pas d'échec possible. Bah, en fait, le truc, c'est que de base, tu as dit que tu créerais la Nekao School, mais selon moi, la Nekao School n'aurait pas lieu d'être s'il n'y avait pas eu d'échec. La Nekao School naît d'un échec. Elle naît du fait qu'il n'y a pas assez de Noirs qui s'y comprennent en finance et il y a beaucoup de Noirs qui subissent un système. Mais dans un monde où il n'y a pas d'échec, ben la population noire, elle est à l'image de nos ancêtres en Égypte. Est-ce que tu as besoin de créer une Nekao School quand tu es déjà une population riche à connaître des choses? Non, tu vois, tu te contentes de vivre. Vivre en harmonie, vivre en amour. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'échec, je me contenterais simplement de vivre pour ce qui me stimule. Et je serais sur des levels largement supérieurs par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Là où nous, on est à se battre pour initier des gens, quand tu es la version la plus élevée de toi-même, tu en es à un stade où tu vas chercher ce qu'il y a de plus haut, tu vois. Donc ouais, alors enfin peut-être que j'aurais dû préciser, mais dans ce dont parlait la personne, parce que ce que tu dis est totalement logique. Il disait pas ok, si on vit dans un paradis, parce que enfin si on vit dans un paradis, tout est harmonieux, tout est parfait, tu vois. En soi, c'était ok dans le monde dans lequel on vit. S'il n'y avait pas d'échec possible, parce qu'encore une fois, on sait que c'est ce qui malheureusement bloque énormément de personnes, cette fameuse peur. Moi, je dirais que d'un point de vue privé, sur cette même question, j'accepterais de me marier. Tu sais, c'est incroyable que tu parles de ça, frérot, parce que ma question d'après, elle porte exactement sur ce sujet-là. Ok, d'accord. Bon, ben tu vois, comme quoi. Vas-y, dis-moi du coup pourquoi. Non, mais parce que voilà, moi, c'est quelque chose auquel je ne suis absolument pas, je ne sais me soumettre, et je pense que c'est notamment dû à des peurs qui me sont propres, tu vois. Donc, je pense que dans un monde où le fail n'existerait pas, je passerais le cap, tu vois. Okay. Dans ce monde où le désir, la volonté des hommes est extrêmement critiquée, pour ne pas dire plus. Tu vois, à tous les niveaux, on va te taxer de prédateur ou tu vois. Ça encore, ça nous appartient. C'est-à-dire le fait d'avoir à dire cette personne, je veux qu'elle soit ma femme, c'est encore quelque chose qui nous appartient et pour lequel on n'est pas encore, tu vois, critiqué ou fustigé, tu vois. Donc le fait de quoi, pardon, le fait le fait d'avoir à dire à cette personne, est-ce que tu veux m'épouser, tu vois. C'est encore à l'homme de déterminer de cela, tu vois. Une femme ne peut pas se marier d'elle-même, tu vois. T'as des femmes qui font t'as des femmes qui font la demande, mais enfin pour l'instant, c'est pas encore dans l'ordre des choses. Tu vois, elle compose encore une minorité, tu vois. C'est encore un truc, un privilège, tu vois. C'est encore le genre de débat où si on y va, je vais me demander suis-je fou d'être normal. Voilà. Non, mais voilà, exactement, tu vois. Et je tiens quand même à dire que je suis dans l'ironie parce que tu sais qu'Internet, ça va vite. Oui. On va commencer là, maîtriser les masculinistes. Mais j'en pense pas moins quand même. Non, mais bien évidemment, tu vois. Mais c'est important de dire qu'on est bien conscient de la responsabilité et de la place des hommes et des femmes. Donc voilà, c'était plus une boutade qu'autre chose, tu vois. Totalement.
Du coup, le sujet sur lequel je voulais aller en parlant de mariage, et ça va nous diriger tout doucement vers la fin de ce podcast, mais c'est justement le mariage de Cristiano Ronaldo que l'on a entendu récemment, qui a fait énormément de bruit, notamment parce qu'il y a une double lecture à en avoir. Il faut savoir que dans ce mariage, donc avec Georgina, il y a eu des clauses. Parmi ces clauses, je vais t'en dire quelques-unes, il y a que pendant le mariage, 2 millions de dollars doivent être versés chaque année à Georgina. 2 millions de dollars. Pendant le mariage, 2 voyages all-inclusive par an. Ça, ce sont dans les clauses. Pendant le mariage, mise à disposition de ses voitures de luxe. Pendant le mariage, prise en charge de ses vols privés par CR7. En cas de divorce, pension de 114 000 dollars par mois à vie, soit plus de 1,3 million par an. En cas de divorce, conservation de la villa de la Finca, plus de 4000 m², estimée à 5 millions de dollars. Ma question est la suivante. Selon toi, parce que tu sais, il y a eu énormément de bruit par rapport à ça, et notamment beaucoup de personnes qui disent comme quoi le mariage, c'est avant tout un business model pour certaines femmes, tu vois. Et moi, du coup, je voulais avoir ton avis par rapport à cette situation-là. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de totalement normal, de par qui est Cristiano Ronaldo, qui est Georgina, quel est ce couple, et même quelque part, quelle est ta philosophie du mariage, ou est-ce que pour toi, clairement, là, on fait face à quelque chose où la meuf, c'était gold digger, elle a travaillé, elle a eu ce qu'elle voulait, mais voilà, on fait face quand même à quelque chose de pas très équilibré. C'est quoi ta lecture, toi? L'histoire dit que après plus d'une dizaine d'années de relations entre Tony Braxton et Birdman, je sais pas si tu vois qui c'est. Tony Braxton, oui, Birdman. Ah oui, Birdman, voilà, de le Lil Wayne, producteur de Lil Wayne, voilà. Moins d'un mois après leur mariage, elle a demandé le divorce et du coup, elle a pu obtenir pas loin de la moitié de sa fortune, tu vois. T'as tellement d'exemples comme ça. T'as bien sûr un truc pour certaines femmes, il y a un plan de carrière, bien sûr. Il y a un plan de carrière, il y a des femmes qui recherchent des footballeurs, des basketteurs et qui ne font pas les squats pour les mêmes raisons que d'autres femmes, tu vois. Évidemment. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, dans le cas Cristiano Ronaldo et Georgina, pour moi, c'est normal, en fait. Tu sais, il faut ne pas avoir été dans ces sphères-là pour considérer que, ouais, non, mais trucs... Non, c'est normal. Dans le deal que Georgina a scellé avec Ronaldo et inversement, je sais même pas si ça représente 1% des revenus du frangin. C'est-à-dire qu'il va la payer en baillant. On parle d'un milliardaire. Tu vois, le mec, en fait, il a juste fait en sorte... parce qu'il a des enfants avec cette femme. Donc, c'est normal qu'il s'assure du fait, au-delà d'elle-même, tu vois, que ses enfants, s'il devait se passer quoi que ce soit, ne manquent de rien, tu vois. Et ça doit passer notamment par le bien-être de leur mère, notamment sur le plan pécunier. Il y a un moment donné, quand tu arrives dans cette certaine sphère d'argent, franchement, là, on parle d'argent de poche, tu vois, c'est rien du tout. Donc, ne pas avoir scellé de deal laissant entendre que durant notre mariage, je veux que tu te montres OK avec le fait de passer du temps avec moi et que je puisse vivre convenablement et après aussi, moi, je vois vraiment pas de problème, en fait. Tu vois. Au contraire, même, c'est primordial. C'est primordial. Quand tu regardes, en fait, ce qu'il en est, c'est quand même bizarre, des chiffres du divorce chez ces personnes-là, ils sont quand même bien moins importants que pour les personnes dites de la classe moyenne et en dessous. C'est quand même bizarre, tu vois. Plus d'un mariage sur deux se solde par un divorce dans ces classes dites moyennes et en dessous. Et j'ai plus le chiffre, mais on est très loin de ce genre de chiffres pour des personnes qui travaillent à la création de patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a des intérêts communs qui font que, en vrai de vrai, est-ce que quand j'ai compris le fonctionnement d'un homme dit de pouvoir, d'une femme dit de pouvoir, je vais vraiment me casser la tête pour savoir avec qui est-ce qu'il a dormi hier soir. Je vais loin dans ce que je suis en train de dire. Mais en fait, on a des intérêts qui font que
En fait, si j'ai pas compris que je dois aller au-delà de ça, t'as personne qui croit que Obama et sa femme font chambre commune, t'as personne qui croit que les Beckham font chambre commune, t'as personne qui... En fait, tous ces gens-là, ils sont ensemble, hein, et ils sont fiers de te dire qu'ils sont ensemble depuis 20, 30 ans, 40 ans, tu vois. Mais après, t'as la réalité de la vie qui fait que Victoria Beckham, elle a tout intérêt à bien rester au bras de son mari, pareil pour Obama, pareil pour tout un tas de gens. Alors, t'as des gens qui se séparent. T'as eu le fameux divorce de Bezos qui avait fait grand bruit. Là, il s'est marié en Italie, il a carrément fait les choses. Ça arrive, mais honnêtement, c'est très rare parce que, en tout cas, c'est beaucoup plus rare que pour les autres parce que les enjeux sont énormes, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que tu mets en avant l'aspect intérêt. C'est que arriver à un certain patrimoine commun, l'intérêt est tellement énorme que t'as pas forcément l'envie de quitter le navire. Et moi, je trouve que, tu vois, pour apporter même un autre angle à ce principe-là, c'est que déjà, pour en arriver à ça, à ce type de patrimoine, forcément, ça vient d'une implication commune. Et que ce n'est pas parce que, par exemple, Cristiano Ronaldo est aujourd'hui effectivement la personne qui amasse le plus d'argent de par la carrière qu'il a fait. Et attention, hein, c'est lui qui a sacrifié son enfance pour devenir qui il est aujourd'hui. C'est lui qui a eu ses nombreux ballons d'or. C'est lui qui a eu... Mais s'il fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, s'il est un homme avec autant de réussite, c'est parce qu'il a la bonne partenaire à ses côtés. Il y a un vrai plus à faire ça. Et pour que tu puisses avoir le bon partenaire à tes côtés, c'est important que ce partenaire ne se sente pas lésé. Et le truc, c'est que chez les personnes qui décident de tout séparer pour se protéger de tout et de ne pas jouer le jeu à fond, bah moi, je trouve que ça apporte des dissonances et un manque d'esprit commun qui va faire qu'à un moment donné, ça peut porter préjudice à la réussite commune du couple. Et effectivement, derrière... ça fait que tu te sépares beaucoup plus facilement de quelqu'un avec lequel tu n'as rien construit. Parce que ça compte. Cette alchimie-là de construire ensemble, c'est quelque chose qui compte. C'est le ciment qui va dessiner une réussite. Et la réussite matérielle, c'est juste la part visible de tout un ensemble de réussites que l'on ne voit pas. Et ce qui m'embête quand j'entends les commentaires qui en viennent à juger ces femmes qui se marient avec des personnes dites riches. Alors oui, à la base, elle était pauvre et tout ce que vous voulez, mais c'est qu'on met complètement de côté le fait que s'il a choisi cette femme-là dans sa vie aujourd'hui, c'est parce qu'il sait très bien qu'elle lui est bénéfique et que peut-être qu'il gagne encore plus d'argent parce qu'il est bien entouré et que donc elle mérite aussi de gagner de l'argent avec lui parce que c'est ensemble qu'ils construisent leur vie, tu vois. Alors effectivement, des gens peuvent se séparer, mais on en a parlé tout à l'heure. La peur de l'échec, à un moment donné, si tu construis ta vie qu'autour de ça, tu fais rien. C'est clair. Voilà. Les gens ne savent absolument pas que l'asset numéro 1, donc quand on parle d'asset, c'est l'actif, c'est-à-dire la chose la plus importante. L'asset numéro 1 d'un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est son conjoint ou sa conjointe. Mais genre pour de vrai. C'est-à-dire que le choix de la personne que tu décides de mettre à tes côtés, lorsque toi, tu es sur un fil tous les jours, tu es à la bagarre tous les jours, c'est ce qui va te permettre de up ou de down. Il faut être très clair. Ce gars-là ne s'est pas marié avec elle au bout de 2 mois, 6 mois. Hein. Elle a attendu. J'imagine qu'elle devait lui envoyer des messages subliminaux, des messages clairs. Elle l'a dit doucement. Elle s'est énervée. En fait, elle a dû tout faire pour avoir cette bague. Et elle a bossé. Mais bien sûr. Parce que faire ces émissions là sur Netflix et tout, tu te rends compte que... Ok, la meuf, au début, elle était vendeuse de vêtements et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais aujourd'hui, elle bosse. Elle voyage, elle fait des représentations, elle fait des trucs. Donc, elle s'est pas tourné les pouces à attendre qu'un jour, la bague se mette autour de son doigt, tu vois. C'est ça. Et c'est très important d'avoir à entendre que ce mec-là, qui ne me semble pas être l'homme le plus idiot du monde, a vraiment regardé si cette meuf pouvait correspondre à être son partenaire de vie. Je vais quand même, quoique je pourrais peut-être en parler après, j'avais pas pensé à lui en tant que coup de cœur, mais en ce moment, tu sais, je suis dégoûté de tout ce qui est rapport homme-femme sur les réseaux sociaux, tu vois. À un moment même, j'avais un programme que j'avais développé autour de cette thématique et aujourd'hui, elle m'a saoulé parce que je trouve que les gens, pardon de le dire comme ça, mais sont un peu bêtes dans leur réflexion autour de cette question. Et là, je suis tombé sur un frérot
une chaîne YouTube qui s'appelle Cameron Diffusion. Tu vois, j'en parle parce que je trouve que honnêtement, il a une façon de voir les choses que je trouve super intéressante. Pas que je suis toujours d'accord avec lui, mais généralement, en fait, ce que j'aime chez lui, c'est que ses analyses ne sont pas bêtes et méchantes. Tu vois, il y a véritablement une réflexion profonde. Et j'en parle parce que j'ai regardé une émission, une vidéo de lui il y a pas longtemps, où il traitait du fait que t'as beaucoup de femmes qui rejettent les besoins profonds de l'homme. De beaucoup d'hommes. Parce que quand je dis l'homme, je parle de beaucoup d'hommes. C'est avoir sa paix, c'est que les choses se passent bien dans la chambre, et avoir une femme qui s'occupe d'eux dans tous les sens du terme. Tu vois, qui ne trouve pas dégradant l'idée d'avoir à se dire, ben moi je m'occupe de la maison, etc. Aujourd'hui, le fait que des hommes disent, moi j'aimerais bien ça chez une femme, c'est un prédateur, c'est un mec qui est soumis au patriarcat, c'est un homme qui veut prendre l'ascendant sur... Alors que pas du tout, en fait, tu vois. Et j'en parle parce que Cristiano Ronaldo, il a dû déterminer que cette femme avait ça, en fait, tu vois. Les gens vont dire, oui, il a de l'argent, du coup, elle, j'imagine qu'elle fait pas le ménage et tout. C'est possible. Mais il a vu que c'était quelqu'un qui savait rester à sa place quand il en avait besoin, qui savait le rassurer quand il en avait besoin, qui savait se montrer forte quand il en avait besoin, qui répondait à tout ça avant de se dire, OK, je lui mets la bague, tu vois. Donc les gens peuvent critiquer. Voilà, et peut-être que dans 1 an, ils seront séparés, hein, peut-être. Il n'empêche que, moi, voilà, je trouve pas qu'il y ait un abus dans toutes les clauses que j'ai lues, quoi. Pour moi, ça fait partie du process et c'est normal. Mon gars, on est arrivé au bout. Hein. C'est ça. Donc, franchement, lourd cette rentrée. Là, on a beaucoup de choses qui nous attendent. Je te laisse conclure, tranquillement. Ouais, pas le temps du coup de cœur. Dommage. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Je veux quand même le dire en 2 mots. On a créé ce podcast parce que on a le désir de vous mettre en avant des hommes, des femmes qui font. On a le désir d'avoir des conversations avec vous profondes et sur lesquelles on vous laisse la possibilité de nous dire ce qu'il en est de ce que vous pensez. Ok ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que on est en train de vivre un moment extraordinaire. Là, on a vécu un moment historique, là, hein, il y a 3-4 jours. Il y a un homme qui, en l'espace de 6 heures, a réalisé plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires sur la vente d'un livre. Je vous laisse là-dessus. On y reviendra. Ce monsieur s'appelle Alex Hormozi, pour ceux qui veulent creuser. Mais je vous dis ça parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est notamment des choses que je vais creuser dans ma chaîne YouTube. C'est des choses dont on parlera ensemble. Parce qu'il faut comprendre que le monde, il évolue. Et si un homme a réussi, l'espace de 6 heures, à réaliser 100 millions de dollars, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut être amené à faire. 100 millions, je sais pas. Mais en tout cas, gagner sa vie correctement et dans, de façon différente de la manière dont on peut être amené à le faire aujourd'hui. Ça, c'est évident. En tout cas, merci de nous suivre. Vous êtes véritablement de plus en plus nombreux. Vous nous avez montré ces dernières semaines un soutien incroyable. Donc, on a à cœur d'envoyer encore de façon importante 2 choses. Pour les personnes qui ont compris véritablement ces notions autour de l'argent, prenez votre rendez-vous gratuit. Pour celles et ceux qui veulent, parce que c'est bien beau, hein, YouTube, hein, mais venez, on se voit en vrai, non ? Venez, on se check un peu. Si vous voulez que ça puisse être le cas, on vous prépare quelque chose d'incroyable ce 8 novembre prochain. Prenez vos places parce que ça va partir extrêmement vite. Et l'année dernière, voilà, les gens vont commencer. L'année dernière, les gens se bousculaient. Les gens nous appelaient, ouais, comment ça se fait que... Prenez vos places. Comme ça, on se voit et on pourra passer un moment ensemble. Vous n'en reviendrez pas. On est dans le triangle d'or de Paris, j'en dis pas plus. Allez regarder ce qu'il en est. Frérot, merci, franchement. Merci à toi. Ciao, ciao tout le monde. On est ensemble. Yeah.
Il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi je dis que l'argent ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans notre communauté, on souffre le plus. Parce que un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française.